l'énéagramme, c'est un fabuleux outil de connaissance de soi qui renseigne sur le pourquoi de nos comportements, sur nos peurs de base, sur nos évitements, mais surtout, j'aime bien dire, sur les qualités essentielles avec lesquelles on est venu au monde et sur lesquelles on a mis tout un tas de couches, d'injonctions, de conditionnements de l'environnement et qu'on a petit à petit masqué. Bonsoir à tous, hello les Glads, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Alors, je m'appelle Philippe Gmelin, je suis coach en reconversion et praticien en hypnose. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur en fait de pouvoir animer en tant que présentateur. Et je suis déjà ravi de pouvoir accueillir Cécile Flora dans quelques instants. Mais d'abord, il y a quelque chose qui va être très important que vous fassiez, s'il vous plaît, qui est pour moi primordial. C'est que vous partagiez cela un maximum, au maximum de personnes, tout simplement parce que ça va être le thème de l'énéagramme. Vous allez voir, c'est un magnifique outil de connaissance de soi qui peut en fait vraiment vous aider sur beaucoup de choses. On a beaucoup de contenu, en tout cas. On va être à peu près aux alentours d'1h30 ensemble. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre les likes, de mettre les partages. N'hésitez pas de mettre des commentaires. C'est avec grand plaisir qu'on y répond. Donc, allez-y, partagez tout ça parce que franchement, je me rends compte comment c'est tellement important de pouvoir vous apporter ça et vous allez voir qu'il y a un maximum de contenu qui va vous être apporté. Et le fait d'apprendre à se connaître, c'est juste tellement important parce que de là, on comprend en fait que parfois, on a certains travers et comment, quand on a ces travers, justement, analyser ça et repartir pour de bon vers quelque chose qui nous convient mieux. Donc, je vais accueillir très prochainement Cécile Flora. C'est parfait, on y va. Alors, bonsoir. Salut Philippe. Bonsoir Cécile Flora. Comment vas-tu déjà? Eh bien, écoute, je vais super bien. Voilà, je suis très contente d'être là. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue sur le Watch Me Talk et j'avoue que ça me manquait un petit peu. Je suis très contente. C'est parfait. Alors, juste comme ça, pour les gens qui ne te connaissent pas, en fait, Cécile Flora, mais qui es-tu vraiment, en fait? Mais qui suis-je? Mais ça, c'est une vaste question. Alors, qui suis-je? Je vais commencer par d'où je viens. Alors, j'habite Annecy, donc en Haute-Savoie. Oui. Voilà, je suis un petit bouquetin des montagnes. J'adore le ski, j'adore le lac, j'adore les sports, j'adore la vie, l'aventure, le rire, la bonne humeur, la joie, enfin tout ça, tous les plaisirs de la vie, la nourriture aussi, et le champagne, point commun que je partage avec Pascaline. Et puis, surtout, je suis une ancienne RH. J'ai travaillé pendant 10 ans dans les ressources humaines pour finir à la DRH d'une banque privée et pour ensuite me reconvertir il y a 3 ans et maintenant devenir donc coach et formatrice spécialisée dans l'énéagramme dont on parlera ce soir, outil qui me passionne depuis, ça ne va pas me rajeunir, mais depuis 16 ans. D'accord. Je suis tombée dans la marmite très jeune. D'accord. Donc en fait, à 16 ans, tu avais quel âge? C'est comme ça? Il y a 16 ans, j'avais 16 ans. C'est ça, d'accord. Ok. Très bien. En tout cas, on vraiment... demande pas l'âge d'une femme. bon. C'est fait, c'est trop tard, voilà. En tout cas, c'est incroyable qu'à tes 16 ans, tu aies appris à connaître cet outil. Et justement, on va voir ça, comment ça t'a énormément aidé. Et justement, déjà, comment tu as fait pour découvrir l'outil de l'énéagramme? Et on va peut-être commencer par savoir un petit peu décrire qu'est-ce que c'est l'énéagramme en quelques mots pour les gens qui sont présents avec nous. Alors, je vais vous plonger dans l'univers dans lequel j'étais quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans, j'étais déjà intriguée par l'être humain et j'étais toujours... j'observais beaucoup les gens, leurs réactions et je demandais beaucoup à ma mère, mais tiens, cette personne, elle fonctionne comme ci, comme ça. Puis j'étais très concernée par ce qui se passait sur le plan relationnel entre les gens. Okay. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui était une bonne base chez moi.
Et un jour, je suis sur la plage et en fait, ma belle-mère à cette époque-là, donc la maman de mon premier amoureux, elle ouvre un bouquin, elle me parle d'énéagramme. Et elle me dit, oui, alors toi, tu vois, t'es tel profil, lui, il est tel profil. Puis elle commence à en parler. Et je comprends directement que là, elle est en train de me donner des clés pour des clés de repères sur les personnalités, sur les personnes qui m'entourent. Et du coup, je fais la première grande découverte de l'énéagramme. Comme ça, en plus, je réponds à ta deuxième question. C'est qu'on n'est pas tous pareils. On ne réagit pas tous de manière pareille, de la même manière. Et que surtout, je suis la seule à pas voir le bouton que j'ai sur le nez, quoi. Et que je commence à comprendre un certain nombre de choses et c'est déjà une méga claque, mais une bonne claque dans le bon sens. Et je comprends aussi un petit truc, c'est qu'avec l'énéagramme, c'est un peu comme une boule de cristal, je vais pouvoir un peu anticiper ce qui se passe autour de moi parce que bien entendu, à 16 ans, on est un petit peu au moment où la personnalité peut nous jouer des tours et où on est en plein changement, en plein bouleversement hormonal et où ça bataille un petit peu à l'intérieur avec les parents, avec les amis. Et je comprends que l'énéagramme va pouvoir me permettre de me comprendre, de comprendre les autres et d'acquérir des clés pour, en tout cas, mieux communiquer et mieux comprendre les autres. Pour répondre à ta question, l'énéagramme, c'est un fabuleux outil de connaissance de soi qui renseigne sur le pourquoi de nos comportements, sur nos peurs de base, sur nos évitements, mais surtout, j'aime bien dire, sur les qualités essentielles avec lesquelles on est venu au monde et sur lesquelles on a mis tout un tas de couches, d'injonctions, de conditionnement de l'environnement et qu'on a petit à petit masqué. Et c'est pour ça que je crois que c'est un point commun qu'on a tous les deux, c'est le fait d'avoir découvert cet outil très très jeune. Et je pense, sincèrement, je chéris vraiment ce moment, je m'en rappellerai toute ma vie, parce qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Bah, c'est super, on va en discuter un peu plus justement. C'est vrai que moi je l'ai découvert à mes 18 ans. Pour tous ceux qui sont présents avec nous, ça va être important, je le redemande parce que là, franchement j'adore déjà ce que tu viens de dire. Si vous pouvez partager un maximum sur les réseaux sociaux, repartager, ça va être super. Si vous envoyez les petits pouces et vous vous abonnez là à la chaîne, ça va être très important. Vous allez voir qu'on va apporter un maximum de contenu par la suite. Donc un grand merci en tout cas de votre présence. Comme dit, n'hésitez pas, on est toujours disponible pour les questions. Super. Excellent. Bah écoute, on va passer donc à la question qui est plus de savoir, c'est quoi exactement, tu sais, quand on parle de, tu parlais justement de cette vie un peu mouvementée, d'accord, avec l'énéagramme, et toutes ces couches et tous ces conditionnements justement. Ça commence par quoi pour arriver un petit peu à retrouver cette qualité, cette source en fait dont tu parles justement? En fait, il y a un truc très très important avec les outils de la connaissance de soi et particulièrement avec l'énéagramme, c'est que vous allez voir que là, dans les gens qui nous regardent, je serais intéressée pour savoir combien imaginent être dans une liberté totale quand ils réagissent à une situation. C'est-à-dire que tous, en fait, on pense qu'on est libre. On se dit, absolument, bah, notez ça alors justement. Ouais. Qui croit dans les commentaires qu'il est dans une liberté totale? Allez-y. De réagir à une situation. C'est-à-dire là, tout de suite, en fait, je vais vous dire un truc qui va vous activer et vous pensez que vous êtes libre d'y réagir d'une manière complètement, on va dire, spontanée. Voilà, et que c'est vraiment vous. Donc, je serais intéressée de savoir qui pense ça. Et on va quand même avancer. Hein, sans les réponses, on va rebondir avec les commentaires. C'est que, en fait, notre personnalité, elle a des points sensibles, des points d'accroche, et c'est ça qui nous contrôle. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. C'est que régulièrement, il y a des situations de la vie. Donc, ça peut être votre patron qui vous donne un ordre, ça peut être votre conjoint qui, je ne sais pas, vous avez une anicroche avec votre conjoint, vous avez avec un parent, avec un ami, peu importe, qui ne vous a pas dit merci ou qui n'est pas ponctuel, etc. Et en fait, toutes ces petites, on va dire, toutes ces petits soucis, en fait, c'est ces petits soucis qui vont vous déclencher et qui vont faire que vous allez réagir. Et en fait, d'une manière générale, dans la vie, on est en réactivité. Et ce qu'on apprend, et c'est d'ailleurs ce qu'on apprend aussi avec tout un tas d'outils de développement personnel, parce que ce qui est magique avec le développement personnel, c'est que tout est un peu corrélé. Si vous allez faire de la PNL, on va vous parler de responsabilité. Si vous faites de l'énéagramme, on vous parle de responsabilité. Dans le coaching, on vous parle de responsabilité. Et l'idée, c'est de passer de la réactivité
à la responsabilité. C'est-à-dire de mettre de l'éveil, de mettre de la conscience et de déclencher un peu son observateur intérieur et se rendre compte que à chaque moment, on peut passer en responsabilité de comment on décide de voir la chose. Je donne un exemple. Si vous êtes plutôt un profil dit altruiste, les dons, celui qui rend service, celui qui a le radar pour voir les besoins des autres, celui qui en fait est dans l'amour, c'est celui qui nous apprend l'amour en fait, et c'est lui sans qui le monde pourrait glisser dans l'égoïsme. On a besoin de ces gens qui ont cette belle qualité essentielle. Ces personnes-là se sentent, on va dire, voilà, je me sens libre d'aider, je suis dans la liberté, dans ma vie, etc. Et puis finalement, je me rends compte que régulièrement, ce qui vient me chatouiller, c'est quand on ne me dit pas merci. Ce qui vient me chatouiller, c'est quand j'ai pas la reconnaissance. Ce qui vient me chatouiller, c'est quand il y a ces personnes-là à côté de moi qui se permettent juste de s'occuper d'elles, de prendre soin d'elles, etc., que je reconnais un peu comme égoïste. Bah oui, forcément, c'est ma zone d'ombre. C'est la part que moi, je veux pas reconnaître chez moi et c'est ce que je m'autorise pas à être. Et qui pour autant pourrait m'être salvatrice. Et ça, on y viendra après, dans l'évolution. Et en fin de compte, ce profil 2 dans l'énéagramme, qui est l'aidant, lui, en fait, il va être en réactivité à chaque fois que son besoin de reconnaissance n'est pas reconnu. OK ? Ça, c'est avant l'énéagramme. C'est-à-dire qu'il est en réactivité, il va s'énerver, il va rentrer en colère, il va accuser les autres de ne pas le reconnaître à sa juste valeur, etc. Le profil 2 qui a fait de l'énéagramme et qui passe en responsabilité, il a développé l'observateur intérieur, et ça, je peux te le dire parce qu'en panel de personnalité, je l'ai beaucoup entendu. La première prise de conscience des profils 2, souvent, c'est de se dire, mais au fait, est-ce qu'on me l'a demandé, l'aide que je suis en train de donner ? Est-ce que déjà, je ne suis pas en train de faire de l'ingérence auprès de mon conjoint, auprès de mes enfants, auprès de mes amis ? Et du coup, je suis dans l'ingérence et j'attends une reconnaissance. Et donc, en fait, je fais ça parce que intrinsèquement, j'en ai besoin et je suis dépendante de cette reconnaissance. Du coup, le profil 2 qui a fait de l'énéagramme et qui attend qu'on lui demande de l'aide avant d'en donner et qui passe en responsabilité, c'est-à-dire que vraiment, il est au-dessus de la ligne. C'est-à-dire qu'il est plutôt ouvert, il est plutôt curieux, et il est connecté aux autres dans la réalité. Et moi, ma phrase, c'est la joie d'être soi, c'est qu'il est plutôt dans la joie d'être soi. Il est connecté au grand tout et il est connecté à sa valeur intrinsèque qu'il a reconnue. Et donc, grâce à l'énéagramme, il est, on va dire, au courant, connecté à sa qualité essentielle. Et il sait que lui, il est venu au monde pour nous apprendre l'amour et le vrai altruisme. Et qu'en fait, ça, il l'a déjà en lui et qu'il n'a pas besoin de créer, on va dire, avec son ego, des relations, on va dire, un peu factices qui vont créer une dépendance pour obtenir cette reconnaissance. Donc, pour schématiser, pour passer de la réactivité à la responsabilité, l'énéagramme est un fabuleux outil parce qu'il va vous permettre, on va dire, de comprendre un peu votre tableau de bord, de comprendre un petit peu ce qui se joue, ce qui vous active et ce qui vous rend un peu énervé, un peu triste. Alors, ça va dépendre des profils. On va tous aller dans une émotion différente, mais en tout cas, ce qui va vous activer et pourquoi ça vous active. Super, c'est vachement bien décrit. Tu m'as parlé d'un profil 2. Ce serait bien. Alors, pardon, déjà, voyons un petit peu les commentaires. Je ne vous oublie pas, messieurs, dames. Alors, attendez. Hop. Je les ai en visu et j'ai pas vu de questions, en tout cas de mon côté. Alors, j'ai Jean-Pierre Clément, il est libre max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Ça doit être ça. Il y en a qui disent que ça dépend du sujet. Mais oui. Il y en a qui disent qu'ils sont très heureux d'être là. Parfait, super. Quelle est la... après, alors attendez. L'omine, périodicité de votre événement. Ah ça, il va falloir que Pascaline y réponde directement par rapport à cette question. Lamine, je vous invite à recontacter directement sur son site internet. Vous trouverez en tout cas sa réponse. Donc, contactez directement, vous avez tout dans les contacts, dans l'adresse mail. Parfait. Si on prend... Oui, vas-y. Je voulais juste dire quelque chose qui est important et que j'ai pas dit. Quand je parle de la responsabilité émotionnelle qu'on développe quand on apprend à se connaître et qu'on fait un vrai travail de connaissance de soi, c'est de repérer ces systèmes d'alarme. Quand je vous parle du tableau de bord, c'est en gros, quand vous conduisez votre véhicule, que vous connaissez votre véhicule, vous savez que quand la petite alarme de l'huile, elle s'allume, vous avez une autonomie peut-être de 30-40 km. Quand il y a une erreur moteur, vous savez que vous devez vous
vous arrêter au bord de la route, appelez le garagiste parce que sinon ça peut vous coûter très cher. Mais avec le corps humain, malheureusement, quand on est venu au monde, on ne nous l'a pas donné ce mode d'emploi. Et donc, parfois, on ne les écoute pas, ces signaux, voire même on ne les entend pas parce qu'on ne sait pas les lire et qu'on ne sait pas les entendre. Et donc, l'énéagramme, l'idée aussi, c'est de développer le « je ». C'est-à-dire d'arriver à dire, en fait, je me mets en colère avec ce comportement, je me rends triste avec ce comportement et de reprendre sa part de responsabilité sur comment je décide de me mettre. Le fameux qu'on apprend en PNL, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Je pense que tu n'es pas étranger à cette phrase-là. Et c'est pareil avec l'énéagramme, c'est je ne suis pas responsable. En fait, en gros, je décide de me mettre en colère avec toi qui ne réponds pas à mes attentes, encore faut-il que je reconnaisse que j'ai cette attente et que je joue carte sur table en donnant aussi mon mode d'emploi. Et c'est ça qui est génial avec l'énéagramme, c'est quand on apprend à se connaître, qu'on apprend à connaître les autres, c'est un véritable outil de compassion, un véritable outil, j'aime pas trop le mot tolérance parce qu'il y a l'idée de tolérer, mais un véritable outil de compréhension des autres et de compassion, mais vraiment. De comprendre ce qui se joue chez l'autre, au-delà des apparences, au-delà des comportements qu'on peut observer, c'est pourquoi il fait ça en fait. Qu'est-ce qui se joue dans sa carte du monde, dans les coulisses? On revient au pourquoi et c'est quoi l'intention vraiment que tu recherches à travers le fait de, je sais pas moi, si je suis un parent et que j'engueule mon enfant et je lui hurle dessus, on peut croire que c'est vachement violent dans le comportement et pourtant il y a quelque chose que si j'en avais rien à faire, je lui dire c'est bon, c'est cool. Mais parce que je ne sais pas comment communiquer avec lui et qu'il compte pour moi, je vais lui dire les choses en fait de cette manière, qui n'est pas la bonne manière, mais c'est parce que je l'aime profondément et j'aimerais par exemple qu'il réussisse dans la vie et je vois qu'il a des mauvaises notes. À ce moment-là, je vais l'engueuler. Mais peut-être qu'il y a une autre manière de faire, effectivement. Ouais. Oui, mais c'est un bon exemple que tu donnes. L'énéagramme peut complètement aider. Et d'ailleurs, il y a plein de sujets. L'énéagramme et la parentalité, l'énéagramme et le couple, l'énéagramme en entreprise, l'énéagramme en tant que manager. Tu te rends compte, on n'a pas idée en fait à quel point on peut juste passer au niveau supérieur quand on apprend à se connaître, mais juste nos talents, nos forces intrinsèques en fait. Tu vois, même on pourrait dire, il y a un livre fabuleux, les 9 visages, les 9 je crois que c'est les 9 visages de l'âme, je crois que, je ne voudrais pas écorcher le titre, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est concrètement, je suis arrivée au monde avec quelle qualité divine, quoi. C'est quoi ce putain de don qu'on m'a donné et sur lequel j'ai mis tout un tas de couches et il y a eu tout un tas de choses qui sont passées dans ma vie et qui l'ont un peu masqué. Et du coup, derrière, si on creuse, c'est quoi cette qualité essentielle avec laquelle je suis venue et qui est juste un don pour le monde. Et souvent, quand les personnes viennent se faire accompagner, elles ont 40, 50 ans, et donc la vie les a déjà malmenées, et c'est pour ça que parfois, alors désolée, j'ai anticipé un peu une question, mais c'est difficile de se typer quand on a avancé, je sais pas, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Parfois, il est très difficile de trouver son profil énéagramme parce que justement, on est venu mettre tout un tas de couches. La vie nous a malmenés, on a eu des injonctions sur son lieu de travail, dans sa famille, avec son conjoint, et du coup, on a oublié qui on était quand on était enfant, petit, qu'est-ce qui nous animait, c'est quoi en fait ce truc qui nous animait vraiment. Alors, il y a des fabuleux travaux qu'on peut faire avec la reconnexion aux héros d'enfance, ou se rappeler quel type d'enfant on était, ou même de nos 15 à nos 20 ans, en fait, c'était quoi qui nous animait vraiment, c'est quoi le pourquoi de nos comportements, et souvent, en fait, avec le vrai pourquoi, en fait, ok, toi, tu aimes être en lien avec les gens, pourquoi? Parce que, en fait, quand je suis en lien avec les gens, ça me nourrit. Ouais, et qu'est-ce que ça nourrit d'important? Ça nourrit, et en fin de compte, c'est là où on peut départager des profils, en allant chercher vraiment le pourquoi et qu'est-ce qui t'anime derrière. Mais ça, c'est un vrai questionnement qu'un livre ne pourra pas vous apporter. C'est vrai que si vous avez un doute, c'est toujours bien d'aller faire appel à quelqu'un qui peut vous faire un vrai questionnement poussé pour aller trouver votre type de base. Et c'est ce qui est indispensable pour faire un vrai travail profond. C'est vraiment indispensable, c'est de trouver son profil pour ensuite travailler sur c'est quoi les écueils dans lesquels on peut tomber, apprendre à lire le tableau de bord. Désolée, je reviens avec ma métaphore du tableau de bord, non pas que je compare les humains à des voitures. Ça dépend des voitures. Mais on n'aurait pas idée, en fait, demain de prendre une voiture et sans avoir le permis si on a tous emprunté la voiture d'un ami et on lui a demandé il y a quoi comme gasoil, c'est une automatique, c'est une manuelle, en gros les papiers ils sont où dans la boîte à gants, il y a une roue de secours, enfin on demande un peu le minimum avant de conduire le véhicule.
c'est un peu pareil avec soi, quoi. Tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Tu peux juste donner rapidement ton adresse mail. Il y a un monsieur. Alors, je vais mettre mon site internet, comme ça, il y a tout dessus. Ce serait parfait. Hop, Merci. super. Alors, du coup, vu qu'on parle un petit peu des profils de personnalité, on a parlé par exemple de l'altruiste principalement. Là, j'aimerais revenir un petit peu plus sur l'ensemble des profils, d'accord, de personnalité. Et on va passer aussi sur l'aspect, parce qu'on en a un petit peu commencé à parler, l'aspect de chaque force de chaque profil. Donc, il faut bien savoir qu'il y a 9 profils de personnalité. Et on va juste faire un petit tour de l'ensemble des profils avec les forces que je t'en prie que tu vas nous décrire tout de suite. Et vous allez voir, écoutez bien, parce que vous pouvez vous retrouver en fait dans ces profils-là. Alors après, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un travail que tu proposes d'ailleurs, Cécile Flora, dans des groupes que tu animes, pour vraiment chercher en détail, parce que effectivement, il y a certains tests qui sont sur Internet, mais parfois, c'est pas 100% fiable. Il y a des choses qui sont pas 100%, on va dire, bien décrites. Vous allez voir quelque chose vous avez devant vous quand même une experte. Ça fait 16 ans qu'elle fait ça. Elle passe tous les jours sur des bouquins et tout ça. Donc vraiment, ça peut être très intéressant pour vous de la contacter. Ça mange pas de pain, disons juste la contacter, ça fait pas de mal. Donc, je n'ai jamais mangé personne. Moi, je sais que si, mais c'est non. Voilà, on va passer sur l'ensemble un peu des profils. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir dans l'énéagramme, c'est qu'on parle d'un humain. Donc, un humain, il a une tête, il a un cœur et il a un corps. Et ça, sur l'énéagramme, vous allez le retrouver. C'est-à-dire qu'il y a l'intelligence émotionnelle du cœur, où vous allez avoir des personnes qui fonctionnent plutôt avec cette intelligence émotionnelle, le fait d'être dans une problématique de reconnaissance et d'approbation. Vous allez avoir le centre tête, avec ceux qui sont plutôt dans une problématique liée à l'anxiété et anticiper un peu tout ce qui se passe. Généralement, on n'a pas trop de doute parce que les centres mentaux, on les reconnaît, ils parlent beaucoup. Oui, je suis centre mental. Ils parlent beaucoup et ça mouline beaucoup, beaucoup, beaucoup là-haut. Et ensuite, on a le centre instinctif. Et donc là, en fait, on est dans les tripes, quoi. On est dans quelque chose de vraiment boum, quoi. On est dans le centre donc de la colère, dans le centre du présent, dans celui qui est dans l'action et qui réagit. Et donc, encore une fois, c'est une hiérarchie des centres. C'est-à-dire que dans l'énéagramme, ce qu'on va comprendre, c'est qu'on est plus, par exemple, centre-tête. On a le centre cœur, par exemple, en support, et puis on a un centre qui est un peu réprimé. Ce qui va être hyper important dans l'énéagramme, j'anticipe un peu les questions de mais est-ce qu'on n'est qu'un seul profil ou est-ce qu'on n'est que comme si, c'est d'aller voir les polarités, c'est-à-dire dans quoi je me retrouve, qu'est-ce qui me cause défaut dans la vie de tous les jours et qu'est-ce que je sens que j'ai besoin d'équilibrer. Si on est trop dans le centre émotionnel, qu'on se sent trop dans le centre émotionnel, ce qui va être intéressant, c'est d'aller développer un peu plus le centre mental. Mais ça, on va y revenir après. En tout cas, dans l'énéagramme, effectivement, on a 3 profils par centre. Alors, si on commence par le centre instinctif. Dans le centre instinctif, dans l'énéagramme, il faut imaginer que c'est donc une figure, un cercle, sur lequel vous avez les 9 points. Et les 9 points sont reliés, mais ce soir, on n'aura pas le temps d'aborder tout ça. On va vraiment faire le général. Le type 8, dans le centre instinctif, c'est celui qui apporte au monde cette force de vie, cette instantanéité, et c'est celui qui a un grand cœur. C'est celui qui peut se mettre en colère, c'est celui, on dit il peut être volubile, c'est celui qui a vraiment une très grande énergie d'entreprendre, c'est un indépendant. C'est celui qui, on va dire, dans l'énéagramme, c'est un peu la force, quoi. C'est celui qui, quand on est dans une pièce avec lui, on sent qu'il est là, il y a un charisme, il y a une puissance, et on est dans une énergie quand même assez yang, quoi. C'est une énergie très intense, une puissance. Ensuite, dans le centre instinctif, on a aussi le profil 9. Alors, le profil 9, c'est celui qui nous apporte l'unité dans un groupe. C'est le liant, c'est la plénitude de la présence. C'est ceux avec qui, quand vous êtes à côté d'eux, vous sentez la paix, vous sentez qu'ils vont réunifier, vraiment. C'est ceux aussi qui peuvent avoir cette tendance à s'oublier. J'aime bien dire de passer entre la tapisserie et le mur sans décoller la tapisserie, quoi. Vraiment, de pouvoir se faire tout discret. Et c'est des personnes qui nous ramènent vraiment... dans le monde, on en a besoin parce que sans elles, le monde se déchirerait. Dans les 2 années qu'on a passées, où les gens sont beaucoup divisés, on a besoin en fait des 9 pour réunifier et pour ramener cette harmonie. C'est vraiment les gens qui nous amènent l'harmonie, la paix. Le type 1, dans l'énéagramme,
on est toujours dans le centre instinctif, c'est celui qui apporte au monde ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est sacré, ce qui est pur, ce qui est bien. Et il va voir le potentiel des choses, le bon ordre. Sans le type 1, il n'y aurait pas le code de la route. C'est celui qui nous rappelle les règles. C'est celui qu'on appelle aussi l'avocat. C'est celui qui peut être parfois un peu rigide, qui va nous paraître un peu rigide, qui a une colère rentrée, qui a un niveau d'exigence très très haut. C'est-à-dire qu'il a des critères très élevés. Il voit en fait la perfection dans le monde, ce que le monde pourrait être. C'est celui qu'on peut appeler aussi le réformateur. Donc, le type 1, oui, il est là pour... c'est celui qui détecte les fautes d'orthographe. Voilà, c'est celui qui va être orienté sur le détail et sur ce qui pourrait être mieux. Et ça peut donner quelqu'un de très critique, on va dire, sur l'aspect un peu moins cool, mais surtout quelqu'un qui peut être un très grand idéaliste et qui peut avoir des idéaux très, très élevés. Ensuite, on va passer dans le centre-cœur, que tu connais bien, mon cher Philippe. Et dans le centre-cœur, on a notre type 2, dont je parlais tout à l'heure, qui va apporter au monde l'amour, la douceur, le prendre soin de l'autre, le chouchoutage. L'altruiste. Ouais, c'est l'altruiste, c'est ça. C'est celui qu'on va retrouver beaucoup chez les infirmiers. Et en fait, sans ces personnes, le monde pourrait vraiment glisser vers l'égoïsme. On a vraiment besoin de ces gens qui sont des profils de liens, mais qui ont aussi ce petit côté d'être orgueilleux, parce qu'ils vont aller chercher comment ils peuvent aider les gens. Mais du coup, quand il revient en présence, il va prendre soin de lui comme il prend soin des autres. Et du coup, il va pouvoir être dans un vrai altruisme et apporter ses vraies qualités d'amour et de douceur au monde. Ah, si vous vous faites un jour aimer par un 2, vous allez voir. Ce sont de très belles personnes en couple parce que vous allez vous sentir aimé comme jamais. Ensuite, on a le type 3 de l'énéagramme. Alors, j'aime bien dire que c'est la star de l'énéagramme. Pourquoi ? Parce que c'est le challenger, c'est le battant, c'est celui qui va aimer les paillettes, c'est celui qui va apporter au monde cette notion de ce qui a de la valeur. C'est celui qui va avoir le potentiel dans les choses, le potentiel dans les gens et qui va voir un peu ce qui marche, ce qui va fonctionner. Vous savez, c'est un peu le businessman, quoi. Il a l'espoir. Et en fait, quand il perd un peu sa présence, ce profil-là, on va dire à son moins bon, il peut tomber un petit peu dans le côté j'ai tellement peur de l'échec que je vais aller un petit peu dans l'arrangement de la vérité, un petit peu dans le boniment publicitaire, dans le côté un petit peu baratineur. Et pour autant, si on n'avait pas ces personnes-là, le monde pourrait sombrer dans l'oisiveté et l'amateurisme. Parce qu'on a besoin de ce côté un peu de challenge, un peu de compétition, entrepreneur. Voilà, le côté un peu, ils ont ce côté à vouloir insuffler le feu chez vous et à vous rebooster, à vous reconnecter à ce qui brille chez vous. C'est pour ça qu'on en trouve beaucoup dans les métiers de l'accompagnement et du coaching, évidemment. Ensuite, dans le centre-cœur, on a notre tragico-romantique, ce qu'on appelle l'artiste aussi. Alors, l'artiste, il va nous apporter la beauté, la profondeur, l'authenticité, la profondeur des échanges, des relations, ce qu'il y a de précieux. C'est celui qui va voir ce qui est beau et vrai. J'aime beaucoup dire, en fait, Charles Baudelaire est un profil 4. C'est celui qui a été capable de faire un poème qui s'appelle Une charogne de Baudelaire. C'est-à-dire qu'il a fait un poème avec une poubelle en décomposition. C'est-à-dire qu'ils vont être capables d'aller trouver du beau, même dans le moche et dans ce qui n'intéresse pas les gens, et de sublimer le beau. C'est des vrais roller coasters émotionnels. On est vraiment au paroxysme du centre émotionnel avec une palette émotionnelle très, 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 très chatoyante et beaucoup plus large que le commun des mortels. Et en fait, lui, il va observer ce qu'il y a de beau autour de lui. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un artiste. C'est celui qui va s'arrêter et qui va un peu contempler ce qui se passe autour de lui. Et pareil, être aimé par un profil 4, c'est méga chouette parce qu'il est super romantique. Ensuite, on va passer dans le centre-tête. Alors, le centre-tête, vous allez remarquer parce que eux, ils vont tout le temps avoir la moulinette en haut et poser beaucoup de questions, être dans les pérégrinations comme ça. Donc, en fait, dans le centre-tête, on a 3 profils aussi. On a le profil 5 qui va nous enseigner la clarté, la connaissance. Il va au fond des choses. C'est pour ça qu'on l'appelle l'expert, l'observateur. Souvent, on va les caricaturer en disant c'est un peu ceux qui sont au CERN, ceux qui sont un peu les chercheurs. Mais pas que, parce que des profils 5, on peut avoir des experts dans tout un tas de métiers, même de l'artisanat. C'est celui qui voit la réalité un peu comme un millefeuille. Et sans eux, le monde tomberait un petit peu dans l'obscurantisme. C'est un peu la bête savante. Et c'est celui qui, du coup, quand il s'ouvre aux autres et qui va transmettre tout le savoir qu'il a synthétisé, devient un formateur, j'allais dire un prof hors pair, parce que c'est des personnes qui, c'est rare en fait, mais ce sont vraiment ces personnes qui vont creuser un sujet
vraiment dans l'expertise et dans le détail. Et quand ils ouvrent la bouche, vous voyez qu'ils maîtrisent vraiment ce dont ils parlent. Et il va retenir l'essentiel, en fait. Et le profil 5, c'est celui qui est très en retrait, qui est très dans sa grotte. Souvent, on dit en caricature, dans le plan négatif, c'est celui qui est dans son château fort avec le pont-levis remonté, quoi. C'est pour ça que je dis que quand il se développe, il va aller se tourner vers les autres. Ensuite, on a le profil 6 de l'énéagramme, qui est un peu le plus complexe dans l'énéagramme parce qu'il est ambivalent. Il y a le côté phobique, donc, qu'on appelle aussi doux, qu'on retrouve dans les livres, et le côté contrephobique. En fait, lui, il va déceler ce qui est important. Il va en fait, c'est un peu il va incarner la confiance pour voir où on va. C'est le guide qui est à l'écoute de chaque craquement de la neige. Il est tellement attentif à ce qui se passe autour de lui, à anticiper un peu tout ce qui va se passer parce qu'il est vraiment dans la peur d'être déviant, la peur de ce qui peut se passer, que souvent, en fait, il va se perdre en allant demander l'avis à Pierre-Paul Jacques, à se poser plein de questions, à être dans le doute, à multiplier les demandes d'avis aux autres. Et en fait, il perd la confiance qu'il a en lui. Et en fait, il est dans un besoin de sécurité plus. Et en fait, souvent, sans ces personnes-là, le monde se perdrait dans l'individualisme. C'est ces personnes qui vont fédérer, c'est ces personnes qui vont être dans qui vont être dans le côté plutôt associatif, fédérer les gens autour d'une cause. Par exemple, on peut avoir le mouvement, je sais pas moi, LGBT, le mouvement des véganes, le mouvement, peu importe, c'est ceux qui vont rassembler les gens autour d'un mouvement, quoi. Et il y a un côté hyper loyal. Souvent, voilà, on symbolise souvent chez le pompier ou chez voilà, la personne qui va aller se mettre au service des gens. Donc voilà, donc il y a une notion de groupe très importante chez ce profil 6, très loyal, très fidèle. Si vous êtes ami avec un profil 6, vous savez que vous pouvez l'appeler au milieu de la nuit, il viendra vous aider. C'est vraiment la personne très loyale. Et enfin, dans l'énéagramme, on a le profil 7. Donc lui, c'est la possibilité. Donc ce qu'il représente, c'est cette bulle de liberté, c'est cet espace de liberté là où les choses, elles vont pouvoir éclore parce qu'il est dans l'expérience. Il va voir large et il va insuffler l'optimisme, il va insuffler les solutions, il est optionnel. Et en fait, sans lui, le monde il tomberait dans une grosse déprime et le pessimisme. C'est ceux qu'on a vus là pendant les 2 ans qui ont fait les vidéos un peu rigolotes, qui ont un peu dramatisé, qui ont un peu rationalisé les choses. Qui vont avoir cette tendance à dire 1 de perdu, 10 de retrouvé. Et voilà, donc en fait, le type 7, quand il se perd un petit peu, il peut avoir cette tendance à se perdre un peu dans trop d'optimisme et le fait de ne pas vouloir vivre les émotions négatives et à être dans le côté, voilà, quand je dis 1 de perdu, 10 de retrouvé, et surtout on ne fait pas le deuil, ça ne sert à rien, non, ça c'est pour les autres. Donc voilà, mais en tout cas, le profil 7, c'est le joyeux luron de l'énéagramme. Et donc voilà, on a fini avec les 9 profils. Putain, j'ai été synthétique. Magnifique. Alors du coup, juste pour bien résumer, on a le sens instinctif, d'accord. On a parlé du 8 qui est le leader, d'accord. Ensuite du 9, le médiateur. Ensuite le 1 qui est le perfectionniste. On est passé du côté plus du centre du cœur. On parlait donc du 2 qui est l'altruiste, du 3 le battant ou bien le compétiteur, et enfin le 4 qui est l'artiste. On dit aussi tragico-romantique. Et donc après, le mental, c'est juste un petit résumé. 5, le penseur, d'accord. 6, on est le loyaliste. Et enfin, 7, c'était l'épicurien. Déjà, j'aimerais savoir, dans toutes les personnes que vous avez entendues, là, toutes les forces de ces 9 profils de personnalité, lequel vous retrouvez le plus? Moi, je suis très curieux de voir quel est j'allais dire, oui, dans toutes les personnes qui sont présentes ici, c'est lequel qui sort, qui sera un peu plus le plus dominant, en tout cas parmi le public que nous avons ce soir. Alors, je voulais juste rebondir sur Hélène qui disait quelque chose par rapport à la responsabilité. Je vais juste le remettre. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Par contre, je suis responsable de ce que j'en fais. Et donc, du coup, un remerciement. Merci, Hélène. Ouais, en fait, ça, c'est toujours ce que vous retrouverez. C'est la ligne conductrice qu'on voit dans le métier d'accompagnant. C'est de dire, en fait, finalement, OK, il s'est passé tout un tas de choses dans lesquelles on a une part de responsabilité, des fois même 1%, des fois même plus. Mais tant qu'on ne prend pas en compte qu'on a une responsabilité sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait, le changement, il ne sera pas opéré. Et quelqu'un qui vient me voir en me disant je viens me voir parce que mon mari, parce qu'en fait, c'est mon mari le problème,
On va pas pouvoir s'occuper du mari parce que le mari n'est pas là. Par contre, ce que je vais pouvoir vous apprendre, c'est apprendre à vous connaître et surtout reconnaître les signaux d'alarme. Ça, c'est super important. Pour être dans une meilleure anticipation de ce qui se passe et surtout pas arriver au point de rupture. C'est-à-dire très souvent, on va attendre. Je reprends l'altruiste. Pourquoi je reprends l'altruiste? Parce que la majorité des personnes qui craquent en milieu de vie, etc., on en retrouve beaucoup chez l'altruiste. Pourquoi? Parce qu'il est souvent, il est tourné vers les autres, il va beaucoup s'occuper des autres et un jour, en fait, il dit stop, basta, salut, rideau, maintenant je m'occupe de moi. Et en fait, souvent, il y a une rancune. Il y a une rancune à l'intérieur de lui envers les autres. Et en fait, ça peut s'éviter. Par exemple, quand on apprend à se connaître et qu'on sait un peu écouter notre corps, parce que notre corps, il nous envoie des signaux, mais ça, on les fait taire un petit peu, ou alors on les entend pas du tout. C'est quand j'aide quelqu'un et que j'ai pas un remerciement, de reconnaître que, tiens, j'ai la mâchoire qui se serre, tiens, je suis agacée, tiens, en fait, finalement, ça, est-ce que je l'ai fait vraiment parce que j'avais envie de le faire, ou est-ce que je l'ai fait parce que j'avais besoin de jauger si la personne, elle avait de l'amour pour moi. Et de commencer à s'observer, tiens, pourquoi je fais ça? Le type 7, le type 3, qui sont dans la précipitation, qui ont besoin d'efficacité, de se poser la question, tiens, pourquoi je suis pressée? Je cours après quoi? Pourquoi ce besoin d'aller vite? Le type 9, de se dire, mais en fait, finalement, pourquoi j'aurais moins d'importance que les autres? Le fait d'être complètement déconnecté et de penser qu'on n'a rien d'intéressant à dire et de ne pas se sentir intéressant ou en fait de se dire mais j'ai ma place, je suis là, donc j'ai une raison d'être. Et on a besoin de gens qui ramènent souvent le type 9 en fait en fin de réunion quand il arrive à harmoniser les points de vue et à arriver à un consensus, mais non d'un chien, on en a besoin des gens comme ça. Et pour autant, c'est souvent des personnes, les profils 9, le médiateur, qui ne va pas sentir qu'il a une vraie valeur, en fait. Bon, que je sois là ou que je ne sois pas là, je suis un peu transparent, je ne sais pas trop. Bon, est-ce que ça a vraiment une utilité? Et oui, tous, on a une raison d'être. Et je vais même vous révéler un secret. Personne n'est venu sur Terre juste pour vous pourrir la vie. Et ça, avec l'énéagramme, on peut l'apprendre. Alors, comme j'aime à dire, l'explication ne doit pas devenir une excuse. Bien entendu qu'il y a des gens avec qui on n'a pas d'affinité. Et c'est OK. L'idée de l'énéagramme, ce n'est pas un outil de compassion qui permet de trouver des excuses à toute la Terre entière et d'accepter tout et n'importe quoi. Non, bien entendu que non. Mais en tout cas, personne n'est venu sur Terre pour vous pourrir la vie. Et même, ça peut être un super cadeau. Parce que quand on ne trouve pas son profil énéagramme, qu'on galère un peu, on peut prendre les choses à contre-pied. Pour ceux qui aiment la psychologie inversée, ce que je vous propose, si vous ne trouvez pas votre profil, c'est d'aller vous dire avec qui j'ai le plus de mal dans la vie en général, qu'est-ce qui vient de plus le gratter, qu'est-ce que je ne supporte pas. Ça peut être par exemple, tiens Philippe, je peux te poser la question, avec quel type de personne tu as le plus de mal? Quel type de comportement tu sens que ça te fait monter intérieurement? Moi, je sens que j'ai du mal avec les personnes qui sont un peu secs avec moi. Je le remarque, qui me donnent des ordres un peu comme ça, assez franches en fait. Et parfois, je me sens touché en fait parce que j'ai l'impression que, il y a quelque chose comme quoi on me prend pas en compte en fait ce que je pense et je suis obligé de l'appliquer. Et il y a une forme de, ça me gêne en fait. Je le fais, mais il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, pour moi, c'est difficile ça. C'est le fait qu'on te prenne pas en compte. Ah oui. Ok. Alors, le fait que ce soit un peu dur la façon dont c'est dit en fait. Même si, mais je pense parfois la personne en question s'en rend pas compte. Je pense à une personne en particulier. Ok. Alors du coup, là, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ça renseigne sur le centre auquel tu appartiens, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance. Et la personne, elle ne me reconnaît pas. Et en plus, alors, pour la petite histoire, Philippe se reconnaît dans le type 3. Le type 3, on est dans le centre émotionnel, besoin de reconnaissance. Et donc, fatalement, qu'est-ce qui t'agace? C'est les personnes, tu viens de le dire. Donc, je ne veux pas changer le mot que tu as dit. Tu peux me redire la phrase? Ce qui t'agace, c'est les personnes qui qui me reconnaissent pas, en fait, qui me disent les choses de manière assez tranchante, en fait, parfois. C'est à et du coup, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, je te connais et je sais que tu es quelqu'un qui arrondit beaucoup les angles, qui a aussi ce côté médiateur, ce côté j'ai envie que ça se passe bien.
j'ai envie d'être en lien avec les gens, mais sur un aspect plutôt sympa. Et donc forcément, en fait, les gens qui peuvent être un peu tranchants, qui peuvent être un peu directs, c'est comme si, du coup, en fait, on respecte pas trop ton besoin à toi de lien et d'harmonie et du fait que ça se passe bien. Et je sais que toi, j'ai toujours eu l'impression que tu donnais vraiment ton maximum pour que les relations soient le plus harmonieuses possible. Et Absolument. fatalement, quelqu'un qui vient et qui est direct et qui est un peu tranchant, c'est comme si finalement, au niveau des valeurs, ça frictionne un petit peu, quoi. Bah, c'est une excellente coach. Devant nous, c'est exactement ça. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. Très honnêtement, c'est vraiment ça, en fait, qui se passe. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Oui, vas-y, vas-y. Je disais, c'est très important pour moi de garder cette qualité de lien, d'arrondir les angles, de prendre en compte, en considération vraiment ce qui se passe pour les gens. Je mets ça en avant le plus possible, en fait. Et du coup, en fait, si je prends un autre exemple, notre altruiste de tout à l'heure, et j'en ai un exemple dans ma famille très très proche. Moi, en base 7, j'ai pas de problème avec identifier mes besoins, me faire passer, on va dire, respecter mes besoins, respecter ce dont j'ai envie et faire de moi ma priorité. C'est-à-dire, j'ai compris que si je prends pas soin du véhicule, il y a un moment donné, c'est le véhicule qui me transporte. Donc, j'ai besoin de m'autoriser des moments de plaisir, des moments où, voilà, juste, voilà, de plaisir pour m'honorer. Ça, c'est un truc, intrinsèquement, le 7, il sait bien le faire, ça. Dans mon entourage, j'ai une profil 2. Elle, penser à elle, égale être égoïste. Donc, fatalement, ce que je lui renvoie, c'est Cécile, elle est égoïste. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que elle, c'est exactement ce qu'il faudrait qu'elle développe pour apprendre à être un peu plus équilibrée et justement ne pas reprocher à la terre entière, mais enfin, vous vous occupez pas de moi. Mais la personne qui doit s'occuper d'elle, voilà, c'est toi. C'est et c'est ce que je ne cesse de lui dire. Pour le petit secret, c'est ma grand-mère. Mamie, c'est toi qui dois t'occuper de toi, c'est toi qui dois t'honorer, être à l'écoute de tes besoins, t'écouter. De quoi tu as besoin? Alors forcément, elle va te dire, bah non, j'ai pas de besoin. Oui. Ça, c'est deux, ça. Voilà. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est ça dans le premier temps dans l'énéagramme, c'est qu'en fait, on a notre ego qui dit, mais non, c'est pas vrai, mais non, mais enfin, c'est comme les types secs, les épicuriens, mais non, je vais pas mal, mais non, il n'y a rien qui va mal en moi, mais enfin, n'importe quoi. En plus, moi, j'ai développé l'art d'être joyeux, etc. Et tous, en fait, dans l'énéagramme, il y a notre ego qui nous raconte une histoire. Le type 2, il n'a pas de besoin. Le type 8, il n'est pas faible. Ben non, il n'a pas de faiblesse. Le type 3, il n'a pas d'échec, il a des étapes. Et en fait, tous, on se raconte une petite histoire. Et cette petite histoire, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est pas un mal, en fait, de se raconter une histoire à notre rencontre. En fait, là où ça pose problème, c'est que, en fait, ça va nous emmener dans des schémas répétitifs et au bout d'un moment, ça nous fait taper dans un mur. C'est-à-dire que le type 3 qui dit, non, mais moi, en fait, je vis pas d'échecs, ce ne sont que des étapes vers la réussite. Il y a un moment donné où, en fait, ça manque d'humilité et peut-être qu'on manque les leçons à tirer de ces vrais échecs et peut-être que, par exemple, de jamais montrer sa vulnérabilité aux autres, de toujours passer en mode fier, en mode oui, je n'ai que des réussites, ce ne sont que des étapes. Peut-être qu'on se coupe de tout un tas de gens qui nous voient comme une machine de guerre, qui vont pas voir peut-être la vulnérabilité, qui vont pas voir aussi nos moments, des moments dans lesquels on est un petit peu plus faible ou un peu plus, on va dire, ouais, vulnérable. Et donc, du coup, on va se couper d'une partie des gens. Et puis aussi, par fierté, on ne va pas demander de l'aide, on ne va pas dire quand on ne va pas bien, et on se coupe complètement de son centre émotionnel qui pourrait nous freiner dans l'atteinte de nos objectifs. Et malheureusement, ça va nous amener à des limites. Et c'est pour ça, souvent, que les gens viennent se faire accompagner quand ils ont touché cette limite. Qu'ils ont touché la limite de ce que leur raconte l'ego. Et c'est ça un petit peu pour moi, je voulais revenir dessus, justement. Je trouve ça vraiment, quelque part, dommage, parce que on est obligé d'arriver au moment où la maison est en feu, au moment où je suis complètement mal, et c'est ok, il n'y a pas de problème en fait. Mais je me dis que, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo, c'est pour la prévention en fait. C'est pour que vous compreniez que, au fur et à mesure, si vous mettez en place certains comportements et que vous restez là-dedans, et ben vraiment votre maison va être en feu. Et vous savez, quand la maison est en feu, le fait de permettre de se rétablir, de revenir, mais ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie.
de rebâtir la maison, tout simplement. Enfin, elle est partie. Donc, c'est un peu cette idée-là. Et c'est exactement la même chose avec la connaissance de soi. Donc, au plus tôt vous commencez à comprendre qu'il y a des mini-feux et tout ça, et que ça commence à prendre, au plus tôt, il est important, en fait, de se renseigner, en tout cas, sur l'énéagramme, ou en tout cas sur la connaissance de toi, ou des outils, pour permettre de comprendre ce qui se passe et d'éteindre, en fait, le feu, et de continuer, en fait, sa vie vers quelque chose qui vous correspond plus, en fait. Vous allez imaginer, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent et ceux qui regarderont le replay, vous allez imaginer que ça, en fait, c'est votre journée, okay, c'est votre ligne. Et en fait, vous allez imaginer qu'en fait, au fil de la journée, vous allez parfois passer en dessous de la ligne et parfois, vous allez passer au-dessus de la ligne. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la journée, on va être parfois, on va sentir qu'on est en réactivité. Je prends un exemple. Je suis au travail, j'attends un client et il arrive en retard. Et là, j'ai une petite forme réactionnelle, il est en retard. Et là, en fait, je commence à serrer les dents. Je commence à me dire, ça ne se fait pas. Je commence à me dire, le cadre, il n'est pas respecté. Là, c'est pas OK. OK, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis en colère. Alors, je ne suis pas en colère, c'est peut-être juste un petit peu de l'énervement. Dans la famille de la colère, on est dans l'énervement. OK, c'est intéressant, je note. C'est de l'agacement. OK, c'est quoi le cadre qui n'est pas respecté? Bah, franchement, ça me fait perdre mon temps. Ou alors, soit ça me fait perdre mon temps. Alors là, on est peut-être plus sur un profil trop 7 qui dit non, mais attends, l'efficacité. Puis en plus, je m'ennuie. En l'attendant, je m'ennuie. Du coup, je suis en train de. Voilà, j'aurais pu faire plein d'autres trucs méga plus cool. Ou alors, on est plutôt sur le perfectionniste qui se dit non, mais attends, là, ça se fait pas. Ça se fait pas. Moi, je ne me serais pas permise de faire ça. La règle, c'est qu'on arrive à l'heure. Ou alors, au moins, on prévient. Si vous vous reconnaissez plutôt dans ce scénario-là, de je serre les dents et tout, ça ne se fait pas, le client arrive, il est en retard, et en fait, je ne vais pas lui dire que ça m'a gêné, parce qu'en fait, se mettre en colère, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Donc, en fait, je vais le garder en moi et je vais faire une forme réactionnelle. Donc, la forme réactionnelle, c'est ce qu'on voit chez le perfectionniste, c'est le côté je suis agacée, et du coup, qu'est-ce qui va se passer tout le long du meeting? Eh bien, en fait, il y a le biais de confirmation, c'est-à-dire que tout le long du meeting, si je pars du principe que mon client est quelqu'un de mal élevé et qui ne respecte pas les règles, eh bien, je vais faire tout le meeting en validant que oui, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Si je reste là-dedans, si je reste, là, je vous fais ma ligne. Donc, vous avez commencé le meeting, vous êtes en dessous de la ligne et vous ne l'observez pas, vous êtes en dessous de la ligne, vous continuez le meeting et vous descendez encore plus en dessous de la ligne. À un moment donné, il sort, il va se chercher un verre d'eau, il ne vous a pas proposé un verre d'eau et vous dites, ah ben voilà, ça continue. En plus, il ne va pas me chercher un verre d'eau. Ah, puis alors, il regarde son téléphone. Ah oui, bah voilà. Et là, vous descendez. OK? Donc ça, c'est, on va dire, quand on ne se connaît pas ou quand on ne s'observe pas, qu'on n'a pas le petit observateur intérieur. Deuxième scénario, j'ai fait de l'énéagramme, j'ai un peu travaillé sur moi, le client, il arrive en retard, voilà ma ligne. Et là, en fait, je décide que je sens que je vais passer sous la ligne et que ça m'agace. Parce que l'idée, c'est pas d'accepter tout et n'importe quoi, ce que je vous ai dit. Mais je sens ce qui me déclenche. Déjà, tu vois, et puis moi, j'aime bien travailler aussi avec l'autodérision, c'est que, en fait, je suis dans l'acceptation. OK, il est en retard. Qu'est-ce que moi, je peux y faire? Rien. Concrètement, ça ne dépend pas de moi. Et là, je ne vais pas être dans la réactivité, je passe dans la responsabilité. C'est ma capacité à répondre à ce qui va un peu se passer quand je suis déclenchée. Et là, en fait, je peux passer dans l'acceptation. OK, voilà ce qui se passe. Le client, il est en retard. Et donc, eh ben, en fait, finalement, est-ce que c'est si grave que ça qu'il soit en retard? Est-ce que les 10 minutes là qu'il va avoir de retard, forcément, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur... Et quel moment j'ai envie de passer avec le client derrière? Est-ce que j'ai envie d'être impactée par ce retard? Est-ce que ce retard, je décide qu'il plombe la suite du meeting ou est-ce que je décide que ce retard, c'est un détail et éventuellement à la fin, je lui dirais que ce qui est important pour moi, c'est qu'on commence à l'heure ou tout du moins qu'il me fasse, qu'il me prévienne. Mais voilà, je garde ça à la fin, etc. Et en fait, je décide en responsabilité que j'ai envie de passer un bon moment parce que ce meeting avec ce client, il est important, etc., pour plein de raisons. Et en fait, à chaque moment, on est en responsabilité du moment qu'on a envie de passer avec la personne. Mais comme quand vous rentrez en disant « Ouais, de toute façon, mon mari, ce matin, il avait laissé tout en vrac et tout. Ce soir, quand il arrive, eh ben, je le défonce. » Ok. Est-ce que c'est vraiment ça, la soirée que tu as envie de te préparer, en fait? Et qu'est-ce que c'est venu toucher chez toi d'important? Et est-ce que tu pourrais pas justement lui parler de toi, comment tu fonctionnes et de ce qui est important chez toi et que s'il t'aime vraiment,
Et ben ça, ce détail-là, c'est vraiment important pour toi. Et de parler de toi, de parler de enjeu, et de passer en responsabilité. On ne peut pas changer l'autre. Par contre, apprendre à se connaître, c'est apprendre à reconnaître quand on est en réactivité ce qui se passe et quand on passe en dessous de la ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer au-dessus de la ligne et de prendre nos responsabilités sur ce qu'on vit. Et c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que vous avez l'impression d'être dans la totale liberté de réagir à une situation ou alors de vous faire dominer par votre profil de personnalité, votre personnalité? Absolument. Bah, écoutez, on repose un petit peu la question. Maintenant, peut-être que les choses sont déjà plus claires pour les gens. Déjà, j'aimerais revenir sur une chose, c'est déjà un maximum de pouces, n'hésitez pas. On y va pour les pouces parce que franchement, c'est déjà super tous les détails qu'on a eus. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je voulais revenir parce que à la base, les gens ont répondu pour regarder les profils de personnalité. Alors, on avait quelqu'un qui a dit qu'il était plutôt 9. C'est ça. Annie est un œuf. Bon, je pense que c'est un œuf qu'elle voulait dire. Pour avoir déjà fait le test, mon profil dominant, celui du leader. Très bien. Alors, attendez, je vais quand même afficher le Ah oui, voilà. C'est ma maman, Annie. Eh bien, parfait. Ici, on a un profil leader, en tout cas, qui se retrouve dans ce profil-là. Merci en tout cas, Ingrid, pour tous les commentaires. Merci à tous, en tout cas, tout à fait. Bonsoir, en tout cas, tout le monde. Super. Quelqu'un qui est plutôt émotionnel, bah, à vous de juger. non, mais c'est bon. Et, pour reprendre un peu la ligne, l'idée dans la journée, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce live, vous pouvez vous dire, en fait, où suis-je aujourd'hui? Où je me situe? Est-ce que je peux accepter sans jugement là où je suis aujourd'hui? Donc, l'acceptation. Et est-ce que j'ai envie de remonter? Parce qu'en fait, on a des profils dans l'énéagramme, je vais les citer, hein, les 3 et les 7. Eux, ils vont vous dire, bah, évidemment, tu es en bas, il faut remonter. Ouais. Mais en fait, être en bas, ce n'est pas forcément un problème. Ça dépend combien de temps on y reste, ça dépend ce qu'on se raconte. Mais être en bas, ce n'est pas forcément un problème. On peut décider de se faire une déprime de compète en allant s'acheter la meilleure aguindas, le meilleur plaid, la meilleure série Netflix et de se faire une vraie déprime de compète choisie. Et il n'y a pas de souci avec ça. Et par rapport à cette ligne, moi, ce que je vais vous poser comme question, quel est le genre de personne dans votre entourage qui régulièrement déclenche le fait de vous faire passer en dessous de cette ligne? Et ça va être super, super, super intéressant. C'est vraiment quel type de personne va vous déclencher, mais régulièrement. Vous sentez que, voilà, parce qu'il y a le côté occasionnel, bon, ça, voilà. Et quels sont les signes physiques qui témoignent du fait que je suis en dessous de la ligne? Est-ce que je suis agacée? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je commence à me ronger les ongles? Est-ce que je commence à me tirer les cheveux? Est-ce que je le sens plutôt dans ma tête? Je me raconte des scénarios. Je vire parano ou je me dis que la terre entière m'en veut. Est-ce que je me sens pas du tout aimée et pas reconnue pour qui je suis? Ou est-ce que j'ai envie de tout péter? Et c'est dans mes tripes. Et c'est pas la même chose. Et deuxième étape, pour remonter au-dessus de la ligne, qu'est-ce que je fais? Parce que vous avez certainement des petits rituels, des fois que vous oubliez et qui vont faire remonter au-dessus de la ligne. Je donne un exemple. À chaque fois que moi j'écoute une super bonne musique, là ma musique du moment c'est Conga, qui me fait trop rigoler, qui est un peu... Et à chaque fois que je l'écoute, je me dis mais pourquoi je l'écoute pas plus souvent en fait? Il y a des moments où dans la journée on est un petit peu bof, quoi. On est sur la ligne, un peu en dessous, on se rattrape d'un bras comme ça. Et en fait on a oublié qu'il y a peut-être des petits trucs tout cons. Ça peut être écrire un message à quelqu'un, ça peut être juste sortir dehors, contempler un paysage, ça peut être écouter une musique entraînante. Et ça nous fait repasser au-dessus de la ligne. Et de lister en fait toutes ces petites choses qui sont, on va dire, faciles d'accès et qui vont faire passer au-dessus de la ligne. Absolument, je suis tout à fait d'accord. On va voir justement les gens s'ils souhaitent passer au-dessus de la ligne. C'est sûr que, en tout cas, avec les exemples qu'on a donnés, ça permet en tout cas de bien comprendre tout ça. Justement, j'aimerais revenir un petit peu sur le champ d'application de l'énéagramme. Justement, en gros, avec l'énéagramme, on peut en faire quoi et c'est où qu'on peut l'utiliser? Parce qu'à un moment, on peut vachement se perdre. On peut se dire, bah, c'est cool, maintenant, ok, je sais que je suis un profil 3. Bah ouais, super, mais qu'est-ce que je fais avec ça en fait?
où est-ce que je vais avec ça, en fait, simplement? Bah, où est-ce que je vais? Alors ça, j'en ai un peu parlé. C'est le fait de développer son petit observateur intérieur, développer Ouais, l'éveil en fait absolument. à qui on est, etc. L'éveil de conscience et voilà, c'est même un outil spirituel, hein, l'énéagramme. Au-delà de ça, on n'est pas que dans de la description de personnalité. C'est surtout un outil pour se transformer, Mhm. évoluer, s'éveiller. Et en fait, les champs d'application, ben bien sûr que c'est le couple. Les amis, la famille, en tant que parent. Enfin, en tant que parent, vous vous rendez compte, si vous avez un enfant de profil 7 ou un enfant de profil 1, je peux vous assurer que c'est pas la même manière de s'adresser à eux. Et je reviendrai avec un petit exemple là-dessus. J'ai une cliente qui m'a donné un exemple, mais des fois, c'est des cadeaux, en fait, les exemples, pour illustrer. Merci à Euh, tes clients, du coup, parce que oui, merci à eux. je dis ça Euh, parce que même moi, le fait d'avoir des accompagnements, je suis quelqu'un qui est ouvert parce que j'apprends tout le temps des gens que j'accompagne. Vraiment, oui, bah, j'adore me mettre dans cette position où j'apprends énormément des gens et c'est un peu ce qui va se passer là, où ça ouais. nous donne des beaux exemples. Je t'en prie. Bah, en fait, l'énéagramme, alors moi, pour ma spécificité, je l'utilise avec les particuliers. Donc, moi, je forme à l'énéagramme avec la technique des panels. La technique des panels, c'est quoi? C'est que vous venez en formation, c'est pas moi qui vous parle de l'énéagramme, c'est les profils 1 qui viennent vous parler, donc des profils 1 formés et certifiés, qui viennent vous parler de ce qu'ils vivent dans le profil 1, ce qui est sympa à vivre, moins sympa, ce que ça a changé de découvrir leur profil, comment ils l'ont découvert, etc. Ensuite, les profils 2, les profils 3, voilà. Ça, c'est la technique des panels participatives. Ça, c'est pour du particulier. Vous avez envie là c'est sûr, après une formation comme ça, vous avez trouvé votre profil, vous êtes arrivé à comprendre les autres, comment ils fonctionnent, etc. Vous avez pu poser les questions à des panels de personnalités, et là on est vraiment dans de l'interaction, dans du vivant, et c'est une vraie formation, on va dire, où moi je suis hyper impressionnée des résultats rapides par rapport à une formation dite classique, qui est aussi très bien, où on transmet de la connaissance et qui nourrit, on va dire, ce centre-là, majoritairement. Et le deuxième champ d'application que je trouve qui est hyper intéressant, c'est le monde de l'entreprise. Alors, il y a l'entrepreneuriat, mais aussi l'entreprise. Moi, j'ai des dirigeants qui viennent me voir en me disant, bon, Cécile, tu sais quoi, j'ai envie qu'on passe une journée ensemble et tu m'expliques comment je fonctionne. Parce que moi, en tant que manager, j'ai besoin de comprendre mes forces et j'ai besoin de comprendre les employés, enfin, mon équipe et comment je peux au mieux faire un feedback. Parce que vous n'allez pas faire un feedback à un centre émotionnel comme vous allez faire un feedback. Je vais prendre le type 5 qui est l'expert, qui est plutôt coupé de ses émotions et qui est très, très dans la tête et qui a besoin d'une synthèse et d'être plutôt dans on va dire, dans ce qui est factuel. Et le profil 2 qui est émotionnel, qui a besoin, on va dire, un petit peu de rondeur, le fait qu'on le reconnaisse dans qui il est, etc., et qui est plus dans une problématique de reconnaissance, comme j'expliquais tout à l'heure, et qui va avoir besoin, s'il vient, on en parlait avec ce manager, il me dit oui, mais alors j'en ai une, elle vient des fois me parler d'épanchement émotionnel, etc., et moi, en fait, je suis plutôt dans l'explication, plutôt dans le rationnel, plutôt sentimental, et du coup, ben, je vois bien que je lui apporte pas du tout ce qu'il lui faut, et je suis un peu paniquée. Oui, parce qu'à ce moment-là, elle a juste besoin que tu l'écoutes et que tu la reconnaisses dans ce qu'elle est en train de vivre. Puis, après, tu peux passer à l'étape d'après. Et ça, en entreprise, je peux vous dire que ça fait une vraie différence. Pour avoir travaillé 10 ans dans les RH, je peux vous dire que moi, je connaissais l'énéagramme et je ne faisais pas un feedback de la même manière à un 6, à un 7, à un 9. Déjà, je n'organisais pas les réunions de la même manière. Et juste le fait aussi, en tant que manager, que vos employés se sentent compris. Ils n'ont pas forcément besoin de savoir quelle formation vous avez fait, mais en tout cas que vous leur donniez de la considération. J'ai compris comment tu fonctionnes, je m'adapte et je te reconnais dans ce que tu as d'unique. Et même, je fais une adéquation homme-poste, quoi. Ça, c'est encore plus, c'est le Graal, quoi. On sait que le 7, il est très, 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 très bon dans la partie brainstorming, dans la partie visionnaire, dans la partie je donne des idées, dans la partie aussi promotion, mais dans la partie suivi et on va dire suivi de projet, Régularité. bof. Le 3, il est très bon dans la partie promotion, dans la partie ambassadeur du projet. On a le profil 1 qui est très très bon pour déceler les détails, pour aller voir dans les détails un peu, de faire les guidelines, préparer tous les documents pour qu'on soit au carré, etc. Et ça, c'est dans une phase projet, de savoir qui je mets où pour que eux se sentent bien, se sentent considérés, mais c'est un avantage de dingue. Donc l'énéagramme en tant que manager, l'énéagramme après, si vous avez aussi le budget pour former vos employés, alors ça c'est carrément le Graal, pour que eux, en fait, entre eux, apprennent à mieux communiquer et comprendre que
tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Ça, c'est un peu bateau ce que je dis là, mais dans les formations Ennéagramme, à chaque fois, je suis à nouveau surprise d'entendre ça. C'est mais on ne fonctionne pas tous pareil. Bah non. Et le centre mental qui dit ouais, mais alors ceux qui sont dans les émotions là, qui vont dans les épanchements émotionnels, qui se mettent à pleurer tous les 4 matins, non mais ceux-là ils me font paniquer. Ouais, et on en a besoin de ces gens-là. Tout le monde a sa place en entreprise. Il suffit juste de. En fait, souvent il y a des personnes en entreprise, ils vont se sentir comme une orchidée dans un champ de chardon. Mais le problème, c'est pas d'être une orchidée dans un champ de chardon, c'est juste que, ouais, enfin, si, c'est plutôt ça le problème. Le problème, c'est pas d'être une orchidée, le problème, c'est pas d'être un chardon, le problème, c'est d'être une orchidée dans un champ de chardon. Et l'idée, c'est que dans l'entreprise, il y a peut-être moyen, juste en faisant pivoter un peu les missions, ou peut-être en aménageant le poste, de faire en sorte que la personne se sente à nouveau sur un terreau favorable pour grandir. Et c'est ça qui va être hyper important. Et c'est pareil avec l'entrepreneuriat que tu connais bien aussi. Il y en a plein qui disent oh là là, les techniques de marketing, mais moi ça me convient pas, c'est pas du tout moi. Parce qu'en fait, si tu apprends à te connaître, tu vas savoir qu'effectivement, d'appliquer la soi-disant recette magique, c'est pas du tout pour toi et que tu es en train complètement de te travestir, d'aller à contre-courant, que tu sens que tu es en train de passer en force, de faire un truc qui sonne faux et tes futurs clients, ils le sentent. Et du coup, ils sentent qu'il y a un truc où tu es trop dans l'enjeu, tu es en train dans le il faut, je dois, il faut que je communique comme ça, je dois communiquer comme ça, on m'a dit qu'il fallait que je communique comme ça, et ça vibre pas, ça sonne faux. Et du coup, l'Ennéagramme peut aussi t'aider en tant qu'auto-entrepreneur d'aller chercher aussi quel est le champ lexical, en fait, qui te correspond, quelle est ta patte, la patte avec laquelle tu vas communiquer et qui te correspond bien. Donc voilà pour les champs d'application, en tout cas moi dans lesquels j'interviens. Tout ce qui est parentalité, je trouve ça passionnant. C'est pas c'est pas mon credo, mais pour les parents, vraiment, je vous invite, si vous pouvez faire l'Ennéagramme, il y a même des bouquins qui existent pour les enfants, des bouquins sur l'Ennéagramme où il y a 9 petits personnages et où on apprend déjà aux enfants qu'il y a 9 façons d'interagir avec le monde, qu'il y a 9 lunettes en fait avec lesquelles on voit le monde. Donc ça, je trouve que c'est chouette. En fait, le plus tôt possible, apprendre à vos enfants à se connaître, qui ils sont, qu'en fait, ils ont tous leur raison d'être. Moi, je trouve que c'est un très beau cadeau à leur faire. Absolument. Je vais revenir sur les questions juste à la fin, d'accord, hein. Je vous prends bien en compte, en tout cas, tous. On va revenir sur les questions juste à la fin. Donc, en tout cas, c'était très intéressant de voir l'aspect aussi corporate. Moi, j'ai juste une question comme ça. Si je suis un manager et que devant moi, j'ai différents profils de personnalité, comment je vais tenir mon discours justement vis-à-vis d'eux si je sais qu'il y a une telle différence? Parce qu'ils ne vont pas tous être forcément émotionnels, instinctifs, mentaux. Comment je vais tenir le discours en fait, justement? En fait, tu sais, c'est un petit peu comme ce qu'on fait en formation, c'est qu'on va s'adresser par exemple aux auditifs, on va s'adresser aux visuels, on va s'adresser aux kinesthésiques. Ça, c'est un peu le b.a.-ba qu'on apprend quand on fait une formation de formateur. Mais là, en fait, dans l'Ennéagramme, l'idée, c'est de s'adresser aux 3 centres. Et c'est surtout ça, en fait, l'idée, c'est que ça va être compliqué de bâtir un PowerPoint qui va parler aux 9 types de personnalités. Par contre, c'est ce que je pensais. Oui. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est effectivement de plus partir sur l'aspect général, de dire je m'adresse à des gens qui vont avoir besoin d'informations, mais pas que. Je m'adresse aux gens auprès de qui aussi, ce qui va être important, c'est que je m'adresse aussi au cerveau limbique, donc l'intelligence émotionnelle. Et en tant qu'humains, d'être reconnus, etc. Et en fait, dans un meeting, quand un manager veut s'adresser à des personnes, ce qui compte, c'est la vision. Donc là, on est plutôt sur un travail de cohésion d'équipe, quoi. Où est-ce qu'on va? Comment on y va? Et avec qui on y va? Et avec qui on y va, justement, si vos employés sont formés à l'Ennéagramme et que chacun connaît ses forces, et pour construire un projet, une équipe projet, mais même un truc bête, pour constituer des équipes, vous savez, dans les bureaux, quoi. Dans le bureau, il y a 5 bureaux, qui je mets dans quel bureau, qui je mets avec qui? L'Ennéagramme, c'est une sacrée aide pour ça. Parce que vous mettez un centre mental qui a besoin de silence, de concentration, d'être dans sa bulle. Si vous le mettez avec 3 épicuriens
qui tchatchent entre eux et qui sont très extravertis, qui sont très volubiles, il y a moyen que votre profil 5, en fait, il pète câble. Ou qui disent, excusez-moi, je peux juste changer de bureau parce que voilà. Donc, en fait, que ce soit pour constituer des équipes, constituer des bureaux, constituer des équipes projets, c'est super bien, mais moi, je parlais de ça plutôt sur l'aspect individuel, c'est-à-dire sur, on va dire, améliorer sa communication, améliorer la relation qu'on a avec ses employés. Et en fait, on revient à un basique, Philippe, c'est la considération. Oui. Et au-delà de l'équipe, ce qui est vraiment important, moi je pense la priorité en tant que manager, en tant que dirigeant, ça me fait penser la semaine prochaine, je fais une intervention à la CCI, je vais m'adresser à des dirigeants, je vais leur parler de considération. C'est-à-dire que la grande boîte, c'est ça, c'est la considération, les marques de considération, c'est reconnaître l'autre dans qui il est. Et derrière, si en plus de ça, je connais l'énéagramme, je comprends à qui je m'adresse, bon, ça c'est génial, mais surtout, le premier travail à faire, c'est sur soi. La formation énéagramme, quand vous la faites, c'est pour vous, c'est pour apprendre à vous connaître, changer un peu ce qui se passe à l'intérieur, commencer à développer l'observateur intérieur, et souvent, ça a des répercussions sur l'entourage. J'adore ma cliente qui me dit, mais je comprends pas, Cécile. On travaille toutes les deux, et mon mari, il change. Et en fait, elle m'explique qu'à l'époque, son mari, quand il arrivait, le premier truc qu'elle faisait, c'est qu'elle lui faisait des reproches et qu'elle lui disait tous les trucs que oui, puis t'as pas signé le carnet de mon fils, de notre fils, et puis t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. Bref, elle a changé sa façon de faire. On a conclu ensemble que pendant les 10 premières minutes, elle le laissait arriver, qu'elle l'accueillait avec un sourire, qu'elle lui faisait un bisou, qu'elle lui demandait comment sa journée s'était bien passée. Donc, elle crée du lien. Lien qu'elle crée de manière très maladroite à l'aide de reproches. Donc, c'est ça qui était intéressant. Et du coup, elle me dit, c'est marrant, mon mari, il a changé. Mais oui, votre mari, il a changé. Mais parce qu'en fait, il y a eu des prises de conscience de fait. Et donc, en fin de compte, des prises de conscience en interne qui ont eu des répercussions. Donc, les pensées qui changent, qui ont des répercussions sur les comportements, qui ont des répercussions sur les résultats. Et donc, fatalement, la personne avec laquelle vous pouvez juste agir en premier, c'est vous. Et en tant que manager, à partir du moment où vous faites un travail sur vous, que vous vous faites coacher, que vous faites accompagner, que vous découvrez comment vous fonctionnez, et surtout aussi les choses sur lesquelles il faut faire attention, les relations que vous allez avoir avec vos collaborateurs, elles vont changer immédiatement. Pour moi, ça me paraît logique, en fait, quelque part, absolument. Ce travail paraît tout à fait cohérent et normal, en fait, de le faire. Enfin, je vais juste dire que c'est très important de le faire, et d'autant plus, regardez, c'est très simple. Si je pars en vacances quelques semaines et que je reviens, les gens parfois ils disent « Ah, mais tu as l'air plus détendu, tu as l'air plus décontracté. J'ai envie de discuter avec toi. » C'est exactement la même chose en fait. Sauf que là, on apprend à bien se connaître, on apprend à communiquer d'une manière différente. Et donc forcément, la réponse vis-à-vis de ça va être différente également. Donc c'est la même chose que quand je reviens de vacances et que j'arrive au travail. C'est exactement pareil. Les gens vont dire « Ah c'est agréable de parler avec toi, tu es détendu souvent. » Souvent, c'est comme ça. Normalement, si vous passez en tout cas des bonnes vacances. Je voulais revenir sur... Vas-y, tu voulais me dire quelque chose? Oui, je voulais donner un exemple parce que je pense que c'est beaucoup plus parlant. C'est pour ça que j'applique les panels dans mes formations. C'est que moi, j'aime bien la vraie vie, les vraies anecdotes, les vrais gens et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Sur le terrain, en entreprise, très souvent, on va se retrouver avec des managers qui sont plutôt en profil 3, les compétiteurs, challengers, ou les leaders, les profils 8. Très souvent, on les retrouve à des positions de manager. Du coup, je vais vous prendre l'exemple du profil 8. Le profil 8, il n'a pas conscience qu'il fait peur, qu'il peut même faire régner parfois la terreur, qu'il peut impressionner, qu'il est impressionnant par son charisme naturel, par ce qui émane de lui, qu'on est dans le centre instinctif. Ok ? Et en formation, je vais vous dire un secret, si vous avez un manager comme ça, à l'intérieur, c'est un petit chamallow tout mou, le profil 8. C'est le petit chocolat, mon chéri. On est sur la carapace de chocolat noir dur, d'apparence dure, qui fond dans la main avec la petite cerise toute molle au milieu. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un enfant fragile qui a compris que le monde était dur, qu'il laissait la place au fort, et donc il ne faut surtout pas montrer qu'on est faible. Donc quand on ne veut pas montrer qu'on est faible, on montre une carapace, et en fait, on a développé l'art de monter en fait une muraille et de faire peur, d'impressionner.
Et très souvent, il y a des employés qui disent, mais mon Dieu, mais en fait, il me terrorise, il fait peur, et puis des fois, il crie, et puis ça part comme ça, puis il peut se mettre en colère. Mais la colère d'un 8, c'est une colère en mode soupape, quoi. Ça sort et c'est bon après. Mais un profil 2, par exemple, qui se met en colère, il se met en colère, mais encore pendant 3 semaines, il va ronger son frein. On n'est par exemple pas sur des mêmes colères. Donc si un profil 2, il n'a pas fait l'énéagramme et qu'il a à faire un profil 8 qui se met en colère, il se dit, bon bah, ça y est, il m'aime plus. Le lien est brisé. En fait, quand on connaît l'énéagramme, on sait que le 8, une fois qu'il a pété son câble, il a pété son câble. Il vous a dit merde et c'est fini. Et surtout, qu'on peut lui dire, en fait, tu me fais peur, tu m'impressionnes. Et très, 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 très souvent, j'ai vu en formation des profils 8 qui ont avoué ne pas se rendre compte qu'ils étaient impressionnants et qu'ils faisaient peur. Et pour les autres, c'était, non mais attends, tu te rends bien compte que tu as ce côté un peu comme ça, rentre dedans. Bah non, je suis direct quoi, enfin je dis les choses, c'est bien de dire les choses, je suis honnête. Et les personnes disent, ouais, mais en fait, c'est impressionnant, quoi. Déjà, ta voix ou ta prestance, enfin, bah ouais, mais quoi, prends ta place, toi. Et c'est hyper intéressant que quand on assiste à des panels comme ça, les personnes se rendent compte de ce qu'il y a dans les coulisses, quoi. De ce qui motive le comportement du 8, quoi. Tout petit, il a compris que le monde était rude et donc qu'il fallait, en fait, se bâtir cette carapace. Et il attend des autres, bah, il se dit, bah, les autres, ils savent pourquoi ils disent pas quand ils ont un problème, ils peuvent aussi le faire, quoi. Ils sont comme moi. Bah, il y a des gens pour qui c'est un peu plus compliqué. Et moi, j'ai vu beaucoup de profils 8 qui, quand ils ont pris conscience qu'ils étaient impressionnants, ont dit aux gens, bah, quand vous sentez que je prends un peu de la place et que voilà, dites-le moi. Et j'essaie de radoucir le truc, ou en tout cas, voilà. Et ça, c'est des prises de... Enfin, moi, franchement, les profils 8, à chaque fois, c'est tellement touchant de voir les réactions des gens qui tombent de leur chaise en disant waouh, mais en fait, ce qui se joue derrière, c'est. Il n'y a pas cette volonté de faire peur ou de terroriser, quoi. C'est une conséquence, mais c'est pas tu vois, la motivation de base. Parce que ce sont des vrais protecteurs. Les 8 sont vraiment on va dire ceux qui vont vous montrer la vision, ils vont impulser l'énergie et puis en fait, ils vont vous pousser s'ils sentent que vous avez le potentiel, que vous êtes un peu dans l'équipe, celui qui sait pas trop comment y aller, mais qui a le potentiel et qui a la volonté, mais il va tout donner pour vous, quoi. Et c'est vraiment des gens qui sont voilà, très protecteurs, qui vont vous prendre sous votre aile, vous allez faire partie de leur clan, et il y a vraiment une très, 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 très belle qualité chez le profil 8. Donc voilà, ça c'était l'exemple que je voulais donner, parce que je trouve que dans les livres, l'énéagramme, il y a des profils avec lesquels les mots sont durs, en fait. Oui. On va dire, voilà, puissant, charismatique, indépendant, tout ça. Et on n'a pas beaucoup de mots pour décrire, en fait, la belle qualité essentielle, la qualité de base, la vraie force, en fait, de ce profil-là. Et voilà, et ce sont des vraies forces du monde et on en a vraiment besoin. Ok, c'est parfait. Justement, je rebondis un petit peu sur avant ce que tu me disais par rapport au fait que tu as donc des écoles pour ça. Et j'ai compris que tu fais quelque chose d'assez particulier en fait. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement tu parlais de quelque chose d'inclusif. Alors je t'avoue, je ne sais plus exactement le terme que tu utilisais. C'est quoi en fait que tu proposes en fait? C'est les panels. Alors en fait, en énéagramme, il y a 2 écoles. Il y a l'école de la tradition narrative. Donc en fait, c'est une formation, on va dire, dite classique, qui est très bien. C'est-à-dire que vous avez une formation, le formateur va vous parler de profil 1, 2, 3, 4, etc. Vous repartez, vous avez votre fascicule que vous avez en formation. Ça, c'est chouette. Et après, vous avez aussi une autre école qui s'appelle la tradition orale. La tradition orale, c'est vous n'avez pas un fascicule, vous n'avez pas quelque chose d'écrit, et c'est pas moi en tant que formatrice qui vais vous transmettre l'énéagramme. Enfin, je vais être là en rôle de facilitatrice, d'animatrice, de coordinatrice, et puis bien évidemment que je vais apporter aussi un petit peu de contenu, mais ce sont les stagiaires qui co-construisent la formation au travers de témoignages. C'est-à-dire qu'un panel, en gros, alors je te donne un exemple, tu viens à la formation, tu ne connais pas du tout l'énéagramme, tu ne connais pas du tout ton profil et tu viens pour apprendre à te connaître. Et du coup, le premier matin, il va y avoir un panel de profil 1. C'est-à-dire que c'est des profils 1 qui vont venir et expliquer, voilà, moi je me reconnais dans la base 1 parce que je fonctionne comme ci, comme ci, comme ça. Et toi, en tant que stagiaire, tu vas déjà observer ce qui joue au niveau de l'énergie.
Donc, tiens, est-ce qu'on est plutôt dans le centre instinctif, centre mental, centre émotionnel? Tiens, donc tu vas les observer, tu vas noter un peu les mots-clés, tu vas voir qu'ils se tiennent plutôt droit, que le type 1, il a quand même ce côté à utiliser des mots précis, il a peut-être des gestes ou des attitudes. Enfin, en tout cas, dans son énergie, on sent déjà quelque chose. Moi, pour avoir assisté à des panels en présentiel, je peux te jurer qu'un panel de perfectionniste ou un panel d'épicurien, les gens ne se tenaient pas pareil sur la chaise. Il n'y a pas les mêmes mots. Et même sur le visage ou même sur déjà les mots qu'on utilise dans le centre mental, les mots qu'on utilise dans le centre émotionnel n'ont rien à voir. Un centre mental, quand tu lui demandes comment tu te sens, il va te dire je pense que. Qu'est-ce que tu ressens? Je pense que. Alors, on t'a pas dit tu penses que, on t'a dit qu'est-ce que tu ressens avec ton cœur? Oui, je pense que je suis heureuse. C'est des petits trucs comme ça un peu rigolos. Et donc, du coup, moi, j'invite les stagiaires, ok, prenez des notes. Ah, j'ai entendu le mot rigide, j'ai entendu le mot rigueur, le mot règle. Et puis, à un moment donné, tu lui as coupé la parole et j'ai senti, il s'est crispé, ok, crispation, etc. Et donc, voilà, donc il y a tout un tas de mots-clés. Et puis ensuite, il y a la partie échange, c'est-à-dire les stagiaires vont pouvoir poser des questions. Ah, j'ai reconnu ma mère, alors elle est plutôt comme ça, et du coup, j'aimerais savoir comment je pourrais mieux communiquer avec elle, parce que souvent, en fait, il y a des tensions. Ou alors, tiens, je me suis reconnue, oh là là, je fais trop partie de cette famille-là, c'est sûr, c'est moi, je me suis reconnue à fond dans ce panel-là. Et ça permet de sentir, en fait, si on appartient à cette famille ou si pas du tout. Parce que parfois, on vient à la formation et on dit, bon, j'hésite entre le 1 et le 3, je sais pas trop. Quand vous allez voir les panels, c'est immédiat en fait. C'est oh là là, j'appartiens à cette famille ou pas du tout. Donc ça a cet avantage-là. Et honnêtement, moi avant, je pensais qu'il fallait d'abord, j'étais persuadée que les stagiaires, il fallait d'abord qu'ils passent par la tradition narrative, c'est-à-dire avoir le contenu dans leur tête. Et puis après, ils faisaient les panels. Et puis en fait, j'ai fait l'inverse. Parce que moi, je suis une expérientielle et je me suis dit, non, je vais proposer à des gens qui ne connaissent pas du tout l'énéagramme, mais pas du tout, de venir se former à la tradition des panels. Et j'étais très, très, très surprise en bien de voir à quel point ils ont assimilé vite et avec, vraiment avec des fulgurances, tout de suite en disant oh, mais oui, parce que forcément dans un panel, on va reconnaître les gens, on va reconnaître les gens de notre entourage par rapport à leur mimique, par rapport à des expressions, par rapport à des mots-clés. Et où du coup, l'énéagramme a été assimilé d'une manière beaucoup plus rapide et par le corps, par le vécu, par les tripes, par l'émotion. Et souvent, en fait, il y a aussi des pleurs dans la formation, des prises de conscience, des claques. Et c'est quelque chose de beaucoup plus interactif et ludique. Donc, honnêtement, moi, ça a été aussi, et c'est ce que tu disais, on apprend de nos clients, ça a été une très bonne surprise de voir que commencer avec la technique des panels permettait d'assimiler l'outil comme jamais je l'avais vu assimiler avant. Pour avoir proposé de la tradition, on va dire, classique, il y avait plein de gens qui avaient plein de questions encore. Oui, mais en fait, il y avait écrit ça, puis en fait, voilà, et c'est figé, en fait, ce qui est écrit. Ou ça reste quand même que, moi, je suis en type 7, donc centre mental, donc en fait, je vais vous parler des profils énéagrammes au travers aussi du prisme, avec mes mots, avec mes lunettes, avec ce que j'en ai compris sur un plan mental. Mais moi, j'ai jamais vécu dans la peau d'un 1 ou dans la peau d'un 2. Et donc, jamais je pourrais vous raconter les anecdotes que eux racontent. Et les anecdotes, elles sont juste magiques. Non, mais on a eu des pépites, des trucs vraiment, mais génialissimes. Super. Et justement, pour te contacter directement, tu as un site internet? Tu es joignable sur Facebook, il me semble, et LinkedIn aussi également. Facebook, LinkedIn, Instagram, et je peux mettre mon site internet. Justement, ça va être quoi tes prochains ateliers qui sont prévus? Là, je suis en pleine formation de panel avec des stagiaires, des apprenants, j'aime bien dire des apprenants. On en est au milieu de la formation. Et il y en a une autre qui reprend le 2 mai. Donc, c'est sur 10 lundis. C'est à chaque fois 2 heures. Donc, un temps où on n'est que ensemble. Donc, moi avec les apprenants. Et puis après, il y a la partie panel qui commence. Et donc, à chaque fois, c'est la surprise. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien dit. Et c'est aux apprenants de prendre des notes, de voir un petit peu ce qui se joue, etc. Puis à la fin, il y a la partie échange que moi, j'aime beaucoup. C'est surtout les prises de conscience, en fait. L'effet ah oui, d'accord, ah la claque. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est le côté très, très, très souvent dans l'énéagramme, à un moment donné, alors c'est un truc que j'aime beaucoup observer dans la formation. Quand on me dit, oh là là, ça va être les profils, les artistes, oh là là, mais du coup, ils vont être à fond dans les émotions, ça va être, oh là là, non, mais moi, ça va me mettre mal. Bon, ben, déjà, ça donne une indication sur le profil de la personne, c'est ça qui est très drôle, et c'est, ok, qu'est-ce que ça va chercher chez toi? Et après, on a un groupe privé dans lequel je leur pose une question qui est en lien avec le profil, où dans la semaine, en fait, ils vont avoir un sujet à réfléchir en lien avec le profil qu'on a vu, et donc on développe l'observateur intérieur, et le fameux, je passe sous la ligne, ou je suis au-dessus de la ligne, quoi. Ok, super. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir, si tu me permets. Et après, on passera aux questions. Je ne vous oublie pas. Le fait que je travaille avec une comédienne et j'aimerais lui rendre hommage. Moi, comme vous le savez peut-être, si vous me connaissez, j'aime l'humour, j'aime me marrer, j'aime la légèreté, j'aime l'autodérision et je pense que c'est un super biais pour apprendre à travailler sur soi, en fait, d'apprendre à se marrer et à se dire non mais en fait c'est pas grave quoi. Au pire on meurt. Non mais en vrai il y a rien de grave quoi. C'est-à-dire je suis réformateur ou je suis altruiste, en fait c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas un profil qui est mieux qu'un autre. Et du coup, j'ai décidé de travailler avec une comédienne et qu'on mette en scène les profils de l'énéagramme d'une manière humoristique. Et je le précise de manière humoristique, mais chaque anecdote utilisée dans ces vidéos est vraie. Et donc, elle s'appelle Lauriane Bigarnet. Et si vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube, on a les 9 vidéos des profils énéagrammes. On a même fait la vidéo de Noël avec les 9 façons de se comporter autour du paquet de papillotes. Et bientôt, il va y avoir l'énéagramme en chanson. Donc, je travaille avec une chanteuse et elle va interpréter les profils énéagrammes avec des couplets un peu, on va dire, caractéristiques de l'énergie des profils énéagrammes. Et du coup, moi, j'adore travailler avec les artistes. J'adore mêler, on va dire, montrer l'énéagramme sous un angle plus artistique et plus sympa, plus léger, parce que là, on parle de formation, on parle d'aspects très intellectuels et de compréhension de ce qui se passe, mais c'est important que ça passe aussi par autre chose, par l'auditif, par le rire. Donc, vous pouvez aller voir ces vidéos. Je pense que vous allez vous marrer, vous allez reconnaître vos proches, vous allez peut-être vous reconnaître, laisser des commentaires, liker. Ça fait toujours plaisir parce que la comédienne, c'est son métier d'être comédienne. Et du coup, elle a mis vraiment tout son cœur pour interpréter les personnages et se glisser dans la peau de chacun d'eux. Donc voilà, c'était pour lui rendre hommage. Je suis très, 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 très fière du travail qu'on a fait ensemble. Et je l'embrasse si elle nous regarde. Justement, c'est sur son site à elle ou c'est sur YouTube, tu as dit, mais c'est sur Sephora ou c'est... Vous avez les petits... Alors, sur mon site, sur la page Énéagramme, vous avez les vidéos. Sur la chaîne YouTube, vous avez nos vidéos. Sur sa chaîne YouTube, vous avez nos vidéos. Et sur Instagram, vous avez le petit format tout court, en mode 30 secondes, si vous n'aimez pas les formats de 3-4 minutes. Donc, voilà. Comme ça, c'était important que je le dise parce que c'est vraiment un projet qui a pris du temps et qu'on a pris un kiff monumental à faire. Ok, parfait. Bah, écoutez, merci déjà. On va juste passer aux questions. On arrive doucement à notre fin. On va arriver sur la mot de la fin. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur les questions parce que je vous ai promis cela. Déjà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, on va revenir un petit peu sur le début. Il y avait vraiment des questions qui étaient très intéressantes. Ah oui, bah, c'était le moment où on parlait de tout ce qui est ex. Pour moi, mon ex, quand je le vois en colère, j'ai trouvé pour passer au-dessus de la ligne, j'ai mis sa photo sur un coussin et je boxe le coussin. Pourquoi pas? Ça peut être un bon exemple. Oui. Peut-être une autre manière de faire aussi. Est-ce que tout le monde rend forcément dans un profil, on peut s'allonger sur plusieurs profils? Ah, je l'attendais cette question. Il y a la réponse sur mon site et néanmoins, je vous fais une petite réponse ce soir. En fait, dans l'énéagramme, il y a votre terre natale, c'est-à-dire votre peur de base, celle qui vous colle à la peau depuis un long moment. Et l'idée, c'est de se détacher de cette peur et d'être pleinement, on va dire, dans la responsabilité émotionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et sur la figure de l'énéagramme, vous allez voir que c'est un cercle, comme je vous disais. Il y a vos profils qui sont sur les côtés et qui vont influer. Et il y a aussi ce qu'on appelle dans l'énéagramme l'intégration, le profil dans lequel on va s'intégrer, et la désintégration. Donc, oui, on est un profil de base et l'idée de l'énéagramme, c'est de découvrir qu'il y en a 8 autres et qu'on peut les modéliser, qu'on peut s'en inspirer et qu'on peut aller jouer sur la polarité qui nous manque. Exemple, si vous êtes
trop conformiste, par exemple comme le perfectionniste, ce qu'il va falloir aller chercher, c'est un petit peu plus de jeu, un petit peu plus de transgressif, un petit peu plus d'anticonformiste, un petit peu plus de spontanéité. Pareil, quand on est un peu trop dans l'enjeu, voilà, le il faut, on doit, d'aller chercher un peu plus de je veux, j'ai envie. Donc d'aller chercher un peu du 7 quand on est dans le 1. Et donc en fait, c'est une histoire juste de polarité à équilibrer, de sentir à l'intérieur de vous à quel moment c'est un peu plus agréable. Voilà. Absolument. Tiens, on a aussi, je pense, quelqu'un que tu dois connaître. En tout cas, bah, elle a déjà fait un travail, en tout cas, sur elle. Donc, en fait, en gros, c'est pour parler sur la ligne. Je me connecte à mon corps pour vivre cette colère, puis j'écoute une musique sur laquelle je danse. Donc, en fait, elle a déjà intégré le fait qu'elle est en train de passer sur la ligne, elle est déjà dans l'analyse de tout ça, elle sait déjà comment agir. Vous voyez, c'est ça qui est super intéressant, par exemple, avec Annie, c'est qu'elle a déjà mis en place toutes les méthodes et elle s'est déjà observée et elle sait tout de suite comment réagir, comment transformer tout ça. Et elle est passée d'ailleurs aussi par ton école. Oui. Voilà. Parfait. Super. Alors, on y va. Hop. Peut-être 2-3 questions encore et après, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'apporte l'énéagramme de plus que le process comme? Est-ce que par hasard, tu pourrais répondre à cette question? Oui, eh ben, je connais bien la process-com. Alors, la process-com, c'est comme le MBTI, le MBTI, d'ailleurs auquel je suis aussi formée et auquel je vais me reformer à la fin du mois. On est sur de la description de comportement. Donc, en fait, c'est chouette, mais on a un état des lieux de qui je suis. Ok, d'accord. Quel métier éventuellement je peux exercer, quel type de parent je suis, quel type de collègue je suis. Bon, voilà, il y a tout un tas, il y a une description qui est figée. L'énéagramme, on est sur le pourquoi des comportements. On est sur ce qui motive les comportements. Et c'est là où c'est différent. Et l'énéagramme, il a de différents de ses outils qu'il est un outil de développement psycho-spirituel. C'est un outil qui, j'aime bien dire l'expression de ma grand-mère, il est vieux comme mes robes. L'énéagramme, on en retrouve des traces sous Sénèque et sous Pythagore, ce qui n'est pas le cas des approches beaucoup plus récentes. Et que je dénigre pas par ailleurs, qui sont très complémentaires, qui sont très intéressantes, qui sont beaucoup utilisées en entreprise. En fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. Parfait. Voilà. Eh bien, j'aimerais juste revenir sur une question un peu essentielle pour moi, qui est plus dans l'idée, si on résume un petit peu tout ce qu'on a vu là, d'accord? Et que tu pouvais faire vraiment passer un message très important pour les personnes qui nous regardent sur l'énéagramme en quelques phrases, en fait. Pourquoi c'est vraiment fondamental, en fait, d'apprendre l'énéagramme, de rentrer, en fait, dans cette compréhension, en fait. Moi, le message que j'ai envie de donner, c'est qu'en fait, chacun, avec la vie qu'on a vécue, on a perdu le contact avec le meilleur de ce qui est en nous, pour des mauvaises raisons. Et j'aime bien appeler le développement personnel du dépouillement personnel, et venez vous dépouiller pour revenir à cette qualité essentielle, en fait. Ce que vous avez de beau en vous, ce que vous avez à apporter au monde. Et pour vous relier aux autres avec cette vraie qualité essentielle et non pas avec ce que l'ego vous raconte de vous. Et c'est un super voyage. Et moi, ce que j'adore à chaque fois, c'est les stagiaires qui disent « Oh là là, mais on n'en a jamais fini, ça finit jamais ». Ben non, parce que ceux qui me disent « Oui, j'ai travaillé sur moi ». Ah bon, c'est fini? Il y a des grandes étapes. Et en vrai, ce qu'il faut, il y a des déclics dans la vie de tous les jours. Mais soyez vraiment à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de cette ligne. J'espère que la métaphore de la ligne, ça va vous accompagner dans les jours qui suivent. Voilà, est-ce que je danse sur la ligne? Est-ce que je suis sous la ligne? Quand je suis sous la ligne, comment je remonte au-dessus de la ligne? Est-ce que c'est OK d'être en dessous de la ligne? Est-ce que c'est OK d'être toujours au-dessus de la ligne? Est-ce que ça cache pas un truc, en fait? Qu'est-ce que je fuis à jamais vouloir être en dessous de la ligne? Voilà, de vous poser toutes ces questions par rapport à la ligne. Et je trouve que c'est une bonne métaphore, en fait. Vous pouvez l'imaginer dans la journée, genre, purée, je suis en dessous. Ou là où je suis au-dessus, quand je suis au-dessus, mais qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, comment je peux faire pour y rester, parce qu'en fait je suis bien. Et juste observez-vous, mais prenez du plaisir à vous observer. Et vraiment, en vrai, je vous le dis, mais Philippe, confirme-leur, il n'y a rien de grave.
Genre, Oui, quand bah oui. vous allez découvrir si vous êtes 9, 8, 7, en fait, il n'y a rien de grave. Tout Absolument. est cool. En fait, Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un profil plus meilleur qu'un autre, c'est pas grave, enfin tout va bien, c'est y a rien de super. grave. Il y a, il y a plein de qualités en fait dans chaque profil, donc c'est super. Euh, Parfait. Bon bah excellent. Il y en a une Euh, qui marque est-ce que je me prends pour une ligne? Oui, mais prends-toi pour une ligne. Ben voilà, c'est bien pour le mot de la fin. Ne dit-on Moi, pas effectivement, entretenir sa ligne? ouais, je voulais revenir sur ce mot, effectivement, un peu de la fin, qui est que, en fait, pour moi, quand l'énéagramme ou la connaissance de soi, c'est un investissement. Mais ça vaut vraiment le coup de le faire, en fait. Parce que si on continue dans cette démarche en permanence, mais c'est quelque chose qui s'acquiert, qui est en nous. Et donc, du coup, à partir de là, c'est juste incroyable comment on communique différemment, comment on est beaucoup plus bienveillant, comment on est tolérant avec soi-même, comment on arrive à transformer les difficultés de la vie parfois en opportunités. Et pour Ouais. moi, c'est juste fondamental. Et c'est pour ça que, et toi aussi, c'est pareil, c'est pour ça qu'on est en permanence en train de bosser, en permanence en train de revenir sur les formations pour moi de PNL, de programmation neurolinguistique, que je l'ai refait une deuxième fois, que là, je suis en train de le refaire en troisième fois, que je continue à me former, à revenir sur les choses. Moi, je serais tout le temps comme ça, parce que sinon, pour moi, la vie est nulle. La vie est Ouais, nulle, mais sinon, j'ai besoin de ça, en fait. et c'est ça qui fait que tu as des résultats aujourd'hui. C'est que toi, tu es dans le fameux caca, quoi. Comprendre, appliquer, expérimenter. Et en fait, toi, tu sors de formation, tu fais des résumés de la formation. Donc déjà, tu le retransmets, donc ça valide que tu le sais et ça te permet aussi pour toi de faire un résumé. Et en fait, tu appliques tout de suite avec tes clients. Donc forcément, que quand on expérimente, là, quand je vous parle de la ligne, si vous ne le faites pas cette semaine, mais dans une semaine, vous aurez oublié ce que je vous ai dit. Et c'est pour ça que je vous dis expérimentez. Expérimentez les choses, vous voyez, est-ce que ça marche, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça fait un déclic, est-ce que vous avez observé quelque chose. Peut-être que, en fait, dans 3 jours, j'espère qu'il y en a certains qui vont m'écrire en disant oh, mais je me suis rendu compte qu'en fait, les 3 quarts de la journée, je suis agacée. Et je ne m'étais pas rendu compte. En fait, j'ai une colère rentrée à l'intérieur de moi quasiment constamment. Parce qu'en fait, je me dis que se mettre en colère, ça se fait pas. Donc, du coup, je le fais pas et du coup, je le garde en moi. Et en fait, j'ai du ressentiment. Et c'est pour ça que je fais des reproches à tout le monde, tout le temps. Et bah ouais, mais ça, c'est en s'observant. Et la métaphore de la ligne, elle y aide grandement. C'est pour ça que, bon, si vous pouvez repartir avec cet exercice pratique, c'est pas mal. C'est top. Bah écoutez, merci en tout cas à tous de votre présence, de l'ensemble des commentaires qu'on a eu. Franchement, vous étiez au top tous ce soir, c'est incroyable. Ouais, on avait une foule en délire. Il est 22h30, on a encore plein de personnes qui sont avec nous, là vous êtes géniaux, vraiment, c'est trop bien. Écoutez, mettez un maximum de pouces, de likes, n'oubliez pas vraiment de vous abonner parce que ça va être très important. Il y a toujours la petite cloche aussi qu'il faut, c'est super important. Ouais. C'est vraiment ça qui va permettre de faire en sorte de vous notifier à chaque fois des prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi, du coup, je vais laisser place à d'autres collègues qui vont être aussi le rôle de présentateur. Et puis voilà, je pense qu'on en a fini. Merci à Pascaline qui permet aussi, qui nous permet de nous exprimer sur son Watch Me Talk, qui est un super concept. Pascaline qui fait aussi des événements en présentiel. Je crois elle revient d'Abidjan, elle a fait Douala, elle a fait Paris, avec des événements. Non mais c'est événements avec un grand E. Hein. J'ai eu la chance de faire une conférence sur un de ces événements. On est sur du show à l'américaine, c'est-à-dire qu'en France, vous n'avez pas ce type de show. Oui. Tu vois, Pascaline, j'aime bien dire c'est la Oprah Winfrey à la française, c'est-à-dire qu'on voit grand, on a le focus, on y va et on embringue tous les gens qui sont, on va dire, OK, et qui sont un peu fous. On est un peu fous d'accepter de suivre Pascaline quand même des fois. Et donc, Pascaline, en bonne leader, elle nous permet de faire ces émissions. Donc, tous les jeudis, je crois que vous pouvez retrouver soit les interviews, soit la battle des coachs le dernier jeudi du mois, c'est ça ? C'est le dernier jeudi du mois. Oui. Donc, si vous voulez expérimenter ce que c'est qu'un coaching en direct sur Facebook, des fois, c'est Philippe qui coach, des fois, c'est moi, des fois, c'est Ariel, des fois, c'est Guillaume, des fois, c'est Laurence. J'en ai peut-être oublié. Et on vous fait vivre un coaching pendant 30 minutes avec une problématique et voilà. Et vous repartez content, généralement. Absolument. Et c'est en toute transparence. Nous, on connaît juste la problématique en avance. Et après, c'est parti, go! On y va, on est en ligne.
Et c'est vraiment très intuitif du coup. Et ça, j'aime beaucoup parce que bah, c'est assez challengeant en fait pour nous, très honnêtement. Donc voilà, regardez un petit peu tout ça. Et puis, vous verrez en tout cas, il y a aussi le jeu des Glades qu'elle a proposé. Oui. C'est vraiment un super un jeu de cartes en fait. Vous verrez, c'est vraiment très complet. On est beaucoup sur de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique. Mais il y a plein d'outils géniaux. Surmonter les difficultés, que faire quand je stresse dans ma vie. Et donc, chaque carte, vous allez voir, détaille exactement les étapes et qu'est-ce que vous devez faire. Et ça, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur Pascaline Camouquet. Je vais d'ailleurs ou sur mon site internet, vous pouvez le commander aussi. Ah oui. Ouais. Sur le site de Pascaline, sur mon site internet, vous retrouvez le jeu de cartes qui permet de s'auto-coacher ou de faire des coachings ou voilà, de piocher une carte et d'avoir une solution aussi à votre écueil du moment. Donc voilà, le jeu de Pascaline, et je crois qu'elle en a sorti un pour les entreprises. Oh là là, mais Pascaline, elle a tellement de projets qui De toute façon, le jour où Pascaline, elle ne nous propose pas un truc qui nous challenge, on va s'inquiéter. Je suis d'accord. Bon, bah, c'est parfait. Juste un mot de fin. Tu dirais quoi? Fin. C'est parfait. Le mot de fin, si vous me connaissez, ça va être bisous, bisous. Merci encore en tout cas de votre présence. Ça a été vraiment très sympa. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci à vous encore. Et puis, excellente soirée. On vous aime tous.